Donc duel, déjà, présentation globale du template. Évidemment, template mono héros s'il en est. Donc vous aurez qu'un seul héros à votre disposition. Les caractéristiques principales du template, ça va être qu'on va commencer avec directement les 3 sorts de déplacement, donc Tone Portal, Dimension Door et Fly, qui va nous permettre d'être très vite, très puissant parce qu'on va se déplacer très vite sur la carte. On va collecter des boîtes de Pandore, des dwellings, tout type de choses qui vont nous rendre très puissants très vite, et ça peut finir les games aussitôt que 1-3-1 par exemple. Donc 1-3-1 ça veut dire mois 1, semaine 3, jour 1. Voilà, on va reprendre depuis les bases, hein. Je vais essayer d'expliquer tout en détail, le vocabulaire que je peux employer pour essayer de ne pas faire de trucs trop techniques que les gens pourraient ne pas comprendre. Les dwellings, par exemple, c'est des maisons de créatures. Et donc, nous voici dans déjà la première partie de toutes les games de duel, comme toutes les games de PVP. On va être dans ce qu'on appelle le trade. Alors, j'ai déjà fait un tuto spécial PVP où j'ai expliqué en long, en large, en travers tous les aspects du trade. Donc je suis pas obligé de rentrer dans les aspects vraiment du trade de manière générique. Je vais plutôt me focus sur ce qui est propre à duel. On va faire random versus random, ça va tirer 2 factions. On peut en ban une ou pas. Par exemple, moi je vais dire ah là là, je déteste Conflux parce que je suis team anti-conflux, anti-confluxionnellement. Voilà, hop, on ban Conflux, on fait random contre random, ça tire une autre faction. Rempart contre donjon. Là, les deux adversaires sont en mode ok, vas-y, on va pas ban. Du coup, on va commencer à enchérir pour la faction. Hop, je dis 1-3. L'adversaire, on va mettre A. Il met 13. Moi, je mets 1400. Lui, il met 1500. Moi je mets hop 2000 d'un coup. Vas-y, hop. Il est en mode, l'adversaire est en mode ok, c'est bon, t'as assez misé A+ dans le bus. Et du coup, je vais me retrouver à devoir lui payer 2000 pièces d'or pour la faction. Ensuite, on va faire la même chose pour la couleur. Je vais dire 500. Je veux jouer rouge. Je suis prêt à payer 500. L'adversaire directement, il me dit A+ in the bus. Voilà, du coup, l'adversaire, moi, je vais jouer rouge. Et je vais avoir le luxe de choisir la faction parmi les 2 tirés au hasard, rempart ou donjon. Je vais dire que je préfère donjon. L'adversaire, du coup, va être contraint de jouer rempart. Et pour 500 pièces d'or, du coup, je vais avoir le luxe de choisir aussi la couleur. Et au final, je commencerai avec moins 2500 pièces d'or. 2500 plus 2500, enfin 2000 plus 500 pardon. Et du coup voilà, ça ressemblera à ça le trade, très le jeu de rôle. Donc très brièvement voilà à quoi ça ressemblerait pardon un trade. Alors maintenant on va rentrer dans les trucs un petit peu plus intéressants propres à duel, parce que ça c'est générique, ce que je vous ai présenté ça aurait pu être vrai pour un Digibus Outcast, un Digibus Cross, n'importe quel type de template. Ce qui va être propre à duel, ça va être la méta évidemment. Donc par la méta, ce qu'on entend c'est en fait tout simplement ce qui est fort et ce qui est moins fort, ce qui est privilégié, recherché en priorité par les joueurs ou non. Au contraire, éviter. Là, je peux parler par exemple de donjon, parce que j'ai donc payé pour avoir donjon. Alors pourquoi je veux donjon? Pour quel héros par exemple? Ce qui fait un héros fort ou non sur duel, ça va être plusieurs choses. Alors déjà, il y a une caractéristique intrinsèque à un héros et qui est le cas pour toutes les factions, c'est est-ce qu'on prend un Might ou un Magic. Heroes of Might and Magic, voilà la dualité qui est directement dans le titre de l'opus. On peut avoir les héros Might, donc qui sont souvent au-dessus, voilà. On voit ils s'appellent tous les Overlords, voilà. Ou alors des Magic, donc les Warlocks pour donjon, qui seront en dessous. Voilà, ce sera tout le temps les héros du haut, ce sera des Might, et ceux du dessous, des Magic. Maintenant, donc déjà on peut avoir en premier lieu une préférence, un héros spé, magie ou physique. Sur duel il se trouve que c'est assez équilibré. Il y a des préférences de part et d'autre, chaque joueur a sa préférence. Est-ce que tu préfères jouer des héros physiques ou magiques? Globalement il n'y a pas de plus fort. Il y a des patchs où les gens disent ouais les héros magiques là t'es obligé de les jouer, et d'autres patchs où vous disent c'est plutôt en faveur des héros might. Mais en réalité si tu prends la moyenne, vous pouvez jouer vraiment ce que vous voulez. Ça va être déterminant dans très peu de games au final. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le type de héros, la classe de héros que vous préférez. Par contre, au sein de la classe même, forcément vous avez plusieurs choix de héros avec diverses spécialités. Et il n'y a pas que les spécialités qui sont intéressantes, il y a aussi les skills de départ et l'armée de départ. Mais c'est surtout les skills de départ qui vont être très intéressants sur duel et qui rend duel si particulier au final, bien plus que sur une partie que vous pourriez faire contre l'IA. Contre l'IA, vous pourriez plutôt faire attention juste à la spécialité. Donc là, on voit spécialité Harpie, ici Baliste, ici Minotaur, Beholder, 350 gold, etc., etc.
nous on va faire attention à des skills secondaires. Les skills secondaires du coup c'est les compétences hein, pour les appeler. Donc vous voyez leur light typiquement elle commence avec leadership, charisme en français, et scouting, reconnaissance ou je ne sais quoi en français. Et justement il se trouve que scouting est une des compétences les plus convoitées sur duel. Il y a 3 compétences globalement qui sont absolument incroyables que tu es obligé d'avoir sur duel. C'est magie de la terre, magie de l'air et scouting. Ce sont les 3 non négociables, si on te les propose tu les prends, point. Peu importe à quel stade de la game, si c'est de jour 1 ou la fin, dans tous les cas, le plus tôt possible, tu les prendras. Ça c'est une règle d'or de duel. Donc forcément un héros qui commence avec une de ces 3 plutôt compétences va être avantagé et va du coup être pick plus souvent que ses confrères. Donc ça déjà, ça va être les secondary skills qui vont être très intéressants. On peut aussi voir du côté opposé et se dire qu'il y en a qu'on ne veut absolument pas comme secondary skill. Exemple, artillerie, qui te permet de contrôler ta baliste et de faire plus de dégâts avec ta baliste. Bon, sur duel, comme je vous ai dit, on est très vite extrêmement puissant. Donc très vite, la baliste n'a plus du tout de valeur en fait, parce que t'as très vite... au bout du 5e jour, tu peux avoir 120 troglodytes. Bon bah 120 troglodytes, ça tape comme 15 balistes. Or t'en as qu'une, donc un spé baliste n'a absolument aucun sens ici. Donc on a les compétences secondaires que, à l'inverse, on veut éviter. Comme artillerie, voilà, c'est un dead skill, ce qu'on appelle, des fois vous m'entendrez employer le mot dead skill, donc littéralement un skill mort, un skill qui ne sert à rien, qui prend une place et t'es dégoûté. Parce que oui, sur duel, chaque emplacement de secondary skill est très important. Parce qu'en fait il y a beaucoup de secondary skills qui sont très forts sur Heroes et vous n'avez que 8 emplacements. Ce qui fait que s'il y en a un de gâché, bah, votre héros sera moins fort que le héros adverse, s'il n'a pas de dead skill aussi évidemment, au combat final. Exemple, tu peux avoir offense, armoreur, tactique, les 4 magies, wisdom, logistique, scouting, je vous en ai déjà cité 10. Vous pourrez déjà pas en prendre plus que 8 parmi ces 10 là, alors que je vous ai dit que des trucs très forts. Donc voilà, faut éviter un maximum de dead skill parce que typiquement avec Arlak, vous voyez que ceux que j'ai cités, bah, vous pourrez en prendre que 7 parmi ces 10 là, au lieu de 8 si vous n'aviez pas de dead skill. Les dead skills ça va être artillerie, artillerie ça pue la merde, scholar ça pue la merde. Bon évidemment scholar c'est une interaction entre héros, on parle d'un template mono héros donc ça n'a aucun sens. Interférence c'est un skill qui est banni parce que trop fort. Il réduit de 10, 20, 30% la puissance du héros adverse. Par puissance j'entends spell power. Mais comme tout ce qui est banni, par tout ce qui est banni j'entends et spell et compétence, un héros qui commence de base avec ce spell ou cette compétence, ici compétence interférence, conservera tout de même et donc aura pour le combat final interférence ou le skill qui est banni en question. Ce qui veut dire que dans de rares cas, on voit par exemple un joueur qui prend Solmir, donc il va jouer un héros très agressif, très early game, qui va essayer de rush son adversaire et de l'atteindre le plus vite possible et de le tuer avec 1 ou 2 foudres terribles. Et ben on va voir un adversaire qui va anticiper du coup le rush de Solmir et prendre un héros qui n'est pas du tout prisé de base, par exemple Agit, juste parce qu'il a interférence. Ça s'est déjà vu plusieurs fois et moi-même je crois que je l'ai fait 1 ou 2 fois à mes débuts. Et comme ça, bah, Solmir qui arrive chez toi et qui a de base 20 de spell power, il se retrouve à 13 de spell power. Et c'est tout de suite beaucoup plus gérable son rush. Et tu peux le battre du coup à son propre jeu assez vite grâce à ça. Voilà, petite parenthèse, interférence fermée. Mysticisme est évidemment également un dead skill. Learning est évidemment un dead skill. Intelligence est très bon. C'est aussi un skill assez banni. Enfin, c'est un skill banni, pardon. Après, c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même fort. Moi, j'aime beaucoup jouer intelligence. C'est une bonne compétence secondaire, quoi. Moi, j'aime bien. Eagle Eye est évidemment un dead skill. Sorcellerie est un dead skill. Estate est un dead skill. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu jauger tous les skills du jeu. Et ici, on prendrait du coup Lorelai, parce que Lorelai est le meilleur héros donjon. Alors après, bon, on va pas faire un comparatif avec tous, mais en fait, je pourrais peut-être vous citer pourquoi ils sont... En fait, déjà, je vais vous citer plutôt pourquoi Lorelai est un excellent perso, comme ça, peut-être que vous pourrez un petit peu transposer pour toutes les autres factions avec tous les héros, pourquoi on prend ces héros et pas d'autres. Lorelai a plusieurs choses qui la rendent très forte. Elle commence déjà avec 3 stacks de harpies. Les harpies, on sait que c'est la meilleure unité de donjon. Exactement, Howard. Elle commence déjà avec les harpies. Ça fait beaucoup de harpies, du coup, en moyenne 7 x 3, donc 21 harpies.
Elle a la spécialité harpie qui leur donne plus 1 attaque, plus 1 défense, qui augmente un petit peu avec les niveaux, ça on s'en fout. C'est surtout plus 1 speed. Ça c'est incroyable. Du coup t'as des harpies sinistres qui n'ont pas 9 mais 10 de vitesse, c'est extrêmement fort. Et en plus elle commence avec scouting. Donc elle a et une armée très puissante de départ et en plus une compétence qui est absolument cruciale, à savoir scouting. Leadership pour le coup c'est pas une compétence très forte. Elle fait pas partie des 10 que je vous ai cités. Voilà, c'est bien, mais c'est pas quelque chose de forcément... c'est pas quelque chose que tu vas pick volontairement la plupart des games. Donc voilà, c'est pas forcément un très bon skill, mais au moins c'est pas un dead skill. Je l'ai pas cité, vous voyez, avec les estate, les learning, etc. Voilà, c'est quand même ok, ça peut t'aider durant les premiers fights, quand t'as besoin justement d'un petit coup de morale pour tuer plus vite les nains d'un Kragnin. Voilà, ça peut être un petit coup de pouce. Mais du coup ouais, leadership c'est pas forcément la raison pour laquelle on va la prendre Lorelei, c'est plus au contraire un petit point noir. On aurait préféré une Lorelei par exemple, voilà, pour que vous compreniez un petit peu mieux la logique encore une fois de comment on détermine si un héros est bon ou non. On aurait préféré si Lorelei commençait juste avec Advanced Scouting, parce que forcément si tu commences qu'avec un seul skill, tu commences avec un seul skill rang 2. Et on aurait préféré qu'il n'y ait pas leadership mais juste Advanced Scouting pour voilà, purger entre guillemets l'arbre de ce leadership. À la manière par exemple, ça me fait penser d'une Fiona. Voilà, Fiona c'est souvent pick sur Inferno parce qu'elle a scouting. Et vous voyez, c'est un exemple concret de pourquoi le secondary skill c'est ça le plus important, ce qui prime. C'est même pas l'armée et la spécialité. Parce qu'en réalité, on va pas jouer les chiens sur Inferno. Tu ne builds pas les chiens, on joue souvent Efrit. Et on s'en fout qu'elle soit spé chien et que du coup ce soit inutile, qu'elle commence avec quelques stacks de chiens et tout, c'est pas grave. Le but c'est qu'elle a un bon secondary skill, c'est ce qui prime. Et effectivement, c'est pour ça que c'est Fiona qu'on va prendre souvent en Inferno. Parce qu'elle commence avec juste Advanced Scouting. Le reste, ce seront 7 skills qui seront à ta convenance. Donc tu auras un très bon arbre de talent avec Fiona. Et c'est pour ça que c'est quasiment tout le temps Fiona qui est pick. Dans de rares cas, on voit Marius qui est pick, notamment Kira qui affectionne beaucoup Marius. Parce que c'est un spé démon. Du coup, en late game, si tu Demon Farm, je vais pas m'étaler sur le Demon Farming. Bref, il y a une stratégie avec Inferno qui rend Marius fort en late game. Et puis Armorer, c'est pas un skill incroyable, mais c'est quand même un très bon skill qui est utile tout au long de la game, qui fait que tu vas prendre beaucoup moins de pertes contre l'IA. Et en combat final, c'est très fort évidemment. Armorer qui, pour rappel, te fait prendre juste moins 15% de dégâts. Donc voilà. Ça peut aussi éviter les miss morale chiant. Non mais c'est ça en fait. Effectivement, en gros leadership c'est bien, mais c'est quand même assez situationnel et tu te bases tout de même sur la RNG, tu vois. Et ça pour le coup on n'aime pas. On préfère garantir quelque chose qui est bien à 100%. Exemple, magie du feu, ça va être pas forcément plus de fois utile que leadership, mais tu sais que tu peux compter dessus en fait, tu vois. Il n'y a pas de RNG. Ton élémentaire de feu, quand tu vas l'invoquer, il n'y a pas une chance sur deux d'en invoquer 200 ou 0, tu vois ce que je veux dire. Et ça, pour le coup, pouvoir faire un truc consistant, un truc régulier, voilà. C'est beaucoup plus intéressant. Parce que tu vas pas pouvoir te flop à cause d'une mauvaise RNG. Et plutôt, tu vas pas aussi miser ta puissance sur un coup de bol de morale. Effectivement, magie de l'air et de la terre, c'est pour avoir les 3 sorts de contrôle. Donc, sorts de contrôle, donc Fly, DD et TP. Pour rappel, tu peux choisir la ville dans laquelle tu te téléportes avec TP, ton portal, à partir de Advanced Magic Earth, donc Earth Magic. Donc, ça veut dire que au rang 2 sur 3 de la magie de la terre, tu peux choisir la ville dans laquelle tu vas TP. Et aussi DD, Dimension Door, tu vas pouvoir te TP 2 fois par tour avec une DD, au lieu de une si tu as Grand Maître, donc 3 sur 3 en magie de l'air. C'est pour ça que c'est OP. Et effectivement, la vision est extrêmement importante sur Heroes, et contrairement aux Heroes de base, en fait, simplement, c'est même pas en parlant de template mono-héros, enfin multi-héros, c'est Heroes de base. Quand vous y jouez sur la campagne, quand vous y jouez contre l'IA et tout, vous avez plusieurs héros pour scout, et puis en plus vous avez tout votre temps quand vous jouez contre l'IA va pas vous tuer à la première semaine en général. Donc voilà, vous avez le temps d'explorer avec vos petites fourmis, et il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin d'avoir scouting sur votre héros principal. Là, on est sur une game compétitive, chronométrée, donc t'as pas le temps mon frère, et t'as un seul héros pour explorer, et donc pour savoir où sont les objectifs que tu veux récupérer. Parce que chaque faction a évidemment des objectifs clés qu'elle voudra récupérer. Un exemple très concret et très parlant, le château veut trouver ses POG, Portal of Glory, les maisons d'anges. Or, si tu vois à 7 cases, je crois qu'un héros de base a 7 cases de vision, ou à 12 cases, parce que scouting ça donne plus 5, bah ça double juste tes chances en fait de le trouver. Donc c'est comme si tu doublais en vrai le nombre de POG que tu trouvais un petit peu statistiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment extrêmement important, et c'est pour ça que scouting, dès que tu le veux, enfin dès que tu le vois, tu le veux, tu le prends,
et tu le sécurises. Et c'est aussi pour ça que c'est assez surprenant de voir les héros Space Scouting refaire leur retour, alors qu'avant ils étaient disponibles que dans la version duel premium où tu as les héros extrêmement cheatés. Mais là voilà, on a Winona chez Factory, on a Béatrice chez Château, sachant que Château c'est une excellente faction, donc là avec Béatrice c'est vraiment une dinguerie. Il y a un truc effectivement qui est intéressant, c'est que le joueur rouge doit choisir son héros avant l'adversaire. Et ça a un sens, notamment justement dans ce match-up. Ah, je peux pas choisir le héros pour l'adversaire, mais bon. En gros, ici, tu vois, je vais jouer Tower. Et on a deux gameplays très très différents. Soit je peux rush justement avec Solmir. Et là, du coup, l'adversaire sait qu'il va devoir prendre un héros en réponse à un rush de Solmir. Ou alors, je vais jouer late game avec Nilah. Et là, au contraire, il peut prendre un héros plus agressif, early game, pour tenter de me tuer avant que je ne profite trop de mon bonus Armorer en late game. Et du coup, si l'adversaire, du coup, il prend Solmir en premier, et que moi j'ai rempart, eh bien je peux prendre le fameux Clancy qui a interférence pour contrer un rush de Solmir. Par contre, s'il prend Nilah, bah moi aussi je vais jouer late game par exemple et prendre Mephala qui a la même spé. Voilà, donc c'est un petit avantage du bleu par rapport au rouge, c'est que le rouge va devoir choisir son héros en premier. Alors, sur d'autres jeux comme League of Legends, ce serait un avantage énormissime de pouvoir counterpick. Il se trouve qu'en réalité sur Heroes, c'est une situation assez niche et assez rare qu'il y ait effectivement un counterpick. En réalité, la plupart du temps, il y a un ou deux, voire grand max 3 héros viables dans une faction qui se détachent vraiment du lot. Et du coup, dans tous les cas, tu vas pick un ou enfin l'un ou l'autre, quoi, globalement. Soit souvent le héros Might ou le héros caster que tu préfères de cette faction. Je vais d'ailleurs venir à quels sont les meilleurs héros de chaque faction et pourquoi, avant de rentrer dans la game. Du coup, pour en revenir par rapport au côté méta, quels sont les meilleurs héros, voilà, parfait, les meilleurs héros de chaque action. Donc, Château, il va y avoir plusieurs héros qu'on va pouvoir pick, enfin, ouais, si, quand même, si. Il y a plusieurs héros. Bon, déjà, avant, si tu voulais jouer un physique, tu jouais soit Sorcha, soit Catherine. C'est exactement les mêmes héros. Comme vous pouvez le voir, elles ont les mêmes stats, elles ont les mêmes secondaires skills, elles ont la même armée de départ. Ce sont les mêmes héros. Il n'y a aucune différence entre les deux, donc tu prenais un des deux. Parce que c'était souvent un héros... En fait, il n'y a pas de bon héros Might. Et du coup, souvent, on prenait Sorcha. Voilà. Maintenant, il se trouve qu'il y a Béatrice. Donc, le problème ne se pose plus. Tu as simplement un Might extrêmement fort. Elle commence avec Scouting et elle commence en plus, enfin, et elle a plutôt Space Scouting. Donc tous les 6 niveaux, le Scouting a un bonus de plus 1 radius encore. Donc de base c'est 1, 3, 5, donc on va dire 5, tu l'as en expert très vite. Au niveau 6, elle aura 6 de bonus, puis au niveau 12, 7, etc. etc. Donc souvent ça se rentabilise jusqu'au niveau 18 parce que niveau 24 c'est très tard dans la game, mais en soi même si, level 24 on a déjà vu, donc voilà, ça peut être absolument fou et à la fin tu as l'impression d'avoir un observatoire ambulant, c'est assez fun. Donc Béatrice extrêmement fort, voilà, Space Scouting c'est une spé qui d'ailleurs si elle vous dit rien c'est normal, je crois que c'est Ota qui l'a rajouté, donc voilà c'est une assez grosse dinguerie. Donc ça c'est le héros Might si vous voulez jouer un héros Might sur Château. Si vous voulez jouer un héros caster, alors les héros casters, on a évidemment Adélaïde qui a justement la logique, comme je vous avais dit, d'arbre un petit peu pur. En fait, pourquoi on prend Adélaïde? C'est pas tellement qu'elle est très forte, c'est que les autres héros sont nazes. Et du coup, si on prend Adéla, bah on va avoir Wisdom et Diplomatie, mais on veut pas Diplomatie dès le début, c'est un petit peu un dead skill, on préfère l'avoir en late game Diplomatie parce que c'est en late game que tu vas justement avoir les golds pour rentabiliser Diplomatie et du coup recruter des troupes. En early ça ne te sert à rien, donc en early c'est un dead skill, donc tu la veux pas. Rion, spé premier soin, commence avec une tente, tous les héros qui commencent avec une machine de guerre commencent avec moins d'armée, voilà si vous vous demandiez pourquoi il commençait avec 0 d'armée, c'est pour ça. Dead skill, first aid, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Dead skill learning, dead skill, voilà c'est tout, donc point. Caitlyn, moi j'aime beaucoup, je suis un défenseur invétéré de Caitlyn, j'ai souvent pick Caitlyn, je préfère pick Caitlyn à Adélaïde, oui, parce que moi je vous dis j'aime bien intelligence. Maintenant les pros, oui, non intelligence c'est pas assez rentable et tout, moi j'aime bien, ça me donne de la quality of life, je m'amuse, personne peut me juger, donc voilà, moi j'adore Caitlyn. Bah la preuve d'ailleurs qu'il y a quand même des pics de cœur qui peuvent quand même être viables,
même si c'est pas les pics les plus méta. Voilà, le plus méta c'est Adélaïde. Moi je vous encourage à tester Caitlyn et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Rempart. Rempart, addition à duel S. D'ailleurs oui, je spécifie quand même, c'est sur la version S de duel. Chaque patch, il y aura une méta absolument chamboulée. Mais bon, la logique de quel héros est le plus puissant restera la même tant que les fondamentaux de duel ne seront pas chamboulés. Je pense que ça arrivera jamais. Donc voilà, ça restera au moins dans la logique. La raison pourquoi... Enfin, la raison sera toujours valable, la raison de pourquoi on pique ce héros et pas un autre. Ici, Mephala, évidemment, meilleur spé du jeu, Armoreur, plus 5% d'efficacité à ton skill d'Armoreur par niveau. Ça veut dire que si elle est niveau 20, son bonus d'Armoreur est de plus 100%. Armoreur qui fait, tu prends 15% de dégâts en moins. Du coup, au niveau 20, ce 15% est augmenté de 100%, donc il passe à 30% de dégâts en moins. C'est comme si tu avais shield de base sur tes unités et tu peux encore caster shield par-dessus. Évidemment, ça se stack. C'est une énorme dinguerie. Tu as une armée immortelle à la fin. Donc voilà, les spé armor, c'est incroyable. Donc tu prends Mephala si tu veux jouer un might. Avant, il n'y avait pas Mephala disponible. Du coup, on prenait... Oh, Gorgamor, bienvenue. Merci beaucoup pour le follow, frérot. Du coup, on prenait Ivor. Ivor parce que c'était assez intéressant. Ah, petite question, effectivement, je reviens sur Château juste après, frérot. Ivor qui était, voilà... assez intéressant parce que tu commences avec des elfes, tu commences avec Archery et Offense qui sont deux bons skills de tempo, ce qu'on appelle donc des skills qui te donnent de la puissance dès le début de la partie pour faire un effet boule de neige. Et Rempart est une faction qui sur duel se joue tempo. En fait c'est un petit peu l'inverse souvent du ressenti et du gameplay qu'ont les joueurs quand ils débutent et qu'ils affrontent l'IA. En général tu joues Rempart, c'est une armée assez lente, t'as les nains, les dendroïdes, donc c'est une armée un petit peu qui avance lentement mais sûrement quoi, en mode armure lourde qui se déplace lentement mais qui écrase tout sur son passage. Et bah sur duel c'est très différent, tu vas rien build et tu vas te faire une armée que avec les boîtes de Pandore qui vont te fournir très vite une armée suffisante pour justement écraser la map et faire un effet boule de neige. Et justement avoir des skills comme Archery et Offense dans cette logique là, ça va justement te permettre de renforcer cet effet boule de neige parce que Archery augmente de 50% les dégâts à distance et Offense de 30% en mêlée. Donc voilà, tu peux encore plus écraser la map et du coup break très tôt. Break c'est donc l'action de tuer le garde qui sépare ton biome de départ au biome central, le désert, et donc qui démarque un petit peu le mid late game du jeu. Donc voilà, c'est pour ça que Ivor était assez pris. Sinon, on a Thorgrim qui peut être intéressant parce que Résistance de base est un skill ban. Et tant mieux parce que vous connaissez mon affect pour la RNG. Et tout simplement, Résistance c'est chance d'ignorer un spell. En fait, enfin, chance de résister à un spell à 100%. De la même manière que les nains. Ouais, la même résistance que les nains. Donc c'est absolument horrible. Et c'est le seul héros de tout duel qui a résistance. C'est le seul héros de toutes les factions. Donc si vous voulez vous amuser à vous taper des barres en mode l'adversaire il prend Solmir ou autre et vous êtes en mode et bah ça va se jouer à la RNG, frérot tu veux me rush, ça va pas être entre tes mains ni entre mes mains mais juste entre les mains de la RNG la game, vous pouvez le prendre. S'il fait une foudre et que ça résiste, en général vous avez simplement gagné Final Fight. Donc ça peut être assez drôle, moi ça me rend zinzin mais voilà, il y en a que ça peut faire rire. Clancy qui a la spécialité d'être interférence, donc il peut être sympa dans certains cas. Mais sinon quand même on restait sur Ivor. Ah oui c'est aussi Ufretin aussi, on le prenait pour interférence, j'avais oublié, ils ont deux héros interférence. Et en caster pour le coup, il y a un seul héros qui sera viable, c'est Aeris, parce qu'il commence avec Scouting. Une chose que je n'ai pas mentionné avec Scouting, Scouting est un skill dit Might, parce que en fait chaque skill a une pondération de probabilité d'apparaître en proposition dans votre level up lié à votre classe. Et c'est même pas aussi simplement que... Enfin, aussi simple que simplement, est-ce que vous avez un might ou un mage? Ok, bah si t'as un mage, c'est plus probable la magie. Si t'as un might, c'est plus probable les skills genre offense. Dans la logique, c'est ça. Mais en fait, chaque classe est différente. Donc là, vous voyez les might de... Donc les héros physiques de Rempart, c'est les rangers. Et ben, ils ont pas la même chance de trouver les mêmes skills que, par exemple, les might de château, les knights. Ok? Bon, Might Knight, faites la différence. Les chevaliers de château, voilà, ils vont trouver plus facilement par exemple certainement Offense et les Rangers plus facilement Archery dans la logique. J'en suis pas sûr mais je pense que logiquement c'est le cas. Et Scouting pour le coup est un skill qui apparaît beaucoup plus facilement chez les Might. D'ailleurs ceux qui ont le plus facilement d'ailleurs c'est les barbares. Stronghold rank 1, ça bouge pas.
Donc les barbares ont énormément de chances de trouver scouting. Donc ça pour le coup, tu joues en barbare, tu auras toujours scouting. Alors que si tu trouves, enfin si tu joues pardon, un héros, notamment les navigateurs c'est eux qui ont le moins de chances de trouver scouting du jeu. Alors je sais pas exactement le chiffre que je m'apprête à vous donner, à quoi il correspond. Mais sachez que les barbares ont 9 chances. C'est pas 9 chances sur 10 ou quoi, je n'en sais rien. C'est sur le wiki, on n'a pas plus d'infos, voilà. Le chiffre est 9, ils ont une probabilité de 9 de trouver scouting, les barbares, en level up. Et eux, les navigateurs, c'est de 2. Je sais même pas si c'est vraiment du simple au quadruple, je sais pas comment c'est calculé. Toujours est-il, voilà. C'est compliqué pour un match de trouver scouting, et donc avoir un match qui commence avec scouting, c'est très rare, et c'est donc excellent. Et c'est la raison principale pour laquelle on va pick Aeris. En plus Wisdom c'est un très bon skill. C'est un skill qui va justement te permettre d'aller chercher la box all spell. Parce que dans chaque game de duel il y a forcément dans les side bunkers, bref on verra ça plus tard, une box qui contient tous les sorts du jeu. Mais comme toutes les box, il te faut la compétence de magie appropriée pour pouvoir apprendre les spells. Donc si tu l'ouvres sans avoir Wisdom, ça va t'apprendre tous les sorts de niveau 1 à 2 parce que tu n'auras pas Wisdom Basic, Advanced, Master qui te permettra d'apprendre les sorts de niveau 3, 4 et 5 respectivement. Donc voilà, Wisdom c'est très très fort en late game, ça te permet de ne pas avoir à prendre sur toi les tomes d'air, de feu et tout, bah en fait tous les tomes simplement pour avoir toutes les magies, parce que ça t'encombre ton emplacement et à la place tu peux prendre d'autres artefacts très puissants, le bow of sharpshooter, une orbe anti-dispel, l'orbe d'air, l'elixir of life, bref, il y en a plein, Donc voilà, c'est très très fort. Tu commences avec Prot Air, bon ça c'est rarement utile, et puis son armée n'est pas incroyable, et l'aspect Pégase est rarement rentable. Encore une fois, c'est les secondary skills qui priment, vous commencez à comprendre. Voilà, c'est vraiment les secondary skills qui priment. Point. Je peux le répéter une troisième fois. Gorgamor, je reviens à ce que tu m'as dit frérot. Effectivement, Orin et spé Archery. La spé Archery est une spé qui scale, tout comme Armorer et Offense. Donc on pourrait se dire qu'en late game, c'est fort. La vérité c'est que il y a très peu de fois où tu verras des final fight carry par des unités à distance. C'est vrai que quand tu fais ta game, tu vois, tu clean la map, souvent tu te bases sur tes unités à distance. Et du coup ça peut paraître contre-intuitif de mais comment ça, attends, si c'est le plus fort pendant toute la game, ça devrait être aussi plus fort sur le final fight. En vrai si vous pensez, si vous réfléchissez en rétrospective, vous regardez n'importe quel final fight, vous allez voir qu'en fait oui non, ça se bat à la magie et aux unités might. Parce que les unités distance sont par définition très squishy et elles se font one shot, elles se prennent une chaîne d'éclairs, elles sont mortes. Donc si tu te bases là-dessus, avec ton archery, tu es mort frérot. Exactement, sauf les cyclopes titans, j'allais y venir, il y a quelques exceptions. Et encore, les cyclopes c'est pas trop une exception, hein. C'est surtout les titans. Les titans ça pour le coup c'est une exception, ils ont pas de pénalité en mêlée et ils ont 300 PV. Donc les titans c'est une dinguerie. Sauf que là on parle de Orin. Orin il est spé château. Donc même les cyclopes c'est pas trop une expression, mais une exception pardon, mais admettons, et bah il a pas non plus les cyclopes. Donc tu vas pas pouvoir avec Orin faire des unités qui vont profiter de son bonus archery. Ça veut dire que si tu piques Orin, tu vas te dire allez je mise sur le fait qu'il y ait tower mid ou tower side, tu vois. En vrai non, ça, tu peux pas te baser sur 2 chances sur 9, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, c'est pour ça que Orin est mal adapté à sa faction. Je te dis pas qu'il aurait pas été pick par exemple s'il avait été chez Tower. Alors, face à Nila, il aurait certainement pas été pick. Mais voilà, c'est... Chez une autre faction, il aurait pu avoir plus de succès. Malheureusement, ici, on a que les zélotes et les archers qui sont tous les deux des unités qui vont se faire one shot en fait. 30 PV pour un tier 5 et 10 PV pour un tier 2. C'est une foudre, c'est plus de stack. Donc voilà. Et une foudre, après je parle de foudre, c'est une attaque de dragon noir, une attaque d'archidiable, une attaque d'ange, une attaque de... Tu vois, dans tous les cas, one shot. C'est pour ça que on verra pas de pick Orin. Il est mal adapté, malheureusement, enfin, sa spécialité n'est pas adaptée à sa faction. Il y a aussi le facteur de certaines compétences comme sagesse, une école de magie qui apparaît tous les X niveaux suivant Might ou Magic à prendre en compte. Alors effectivement, tous les 6 niveaux, tu es obligé d'avoir sagesse de proposer, et tous les 4 niveaux, tu es obligé d'avoir une magie de proposer. Mais tu peux pas savoir quelle magie sera proposée, tu peux très bien avoir 4 fois la magie de feu proposée, et c'est pas celle que tu voudrais par exemple. Ok, Tower. Bon, alors Tower, c'est chiant, parce que je viens de vous dire, vous voyez, c'est vraiment les secondary skills qui priment. Et là, on tombe sur une exception. L'exception, elle s'appelle Nila. Parce que, comme Mephala, c'est une spé Armorer. Et Armorer est tellement cheaté comme spé que même si tu as un dead skill, tu la piques. C'est très 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 rare, c'est une exception, c'est l'exception qui confirme la règle Nila.
voilà, c'est vrai qu'il y a un dead skill, donc de base tu veux pas la prendre, mais c'est Spare Armorer, donc en late game, c'est une folie. Si t'as un power stack, mon frère, de golem de fer avec Spare Armorer, ils sont insensibles à la magie, ils sont insensibles au physique, ils sont intuables. Ils sont intuables. Je me souviens de mes games, d'ailleurs, à mes débuts, justement, j'avais Nilah, à l'époque, Nilah était aussi accessible, je sais pas dans quelle version c'était, et j'avais gagné juste avec un stack de golem. C'était un truc de fou. J'avais juste mes golems, je pensais que j'avais perdu, mais ils étaient intuables et au final j'ai réussi à gagner. Donc voilà, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. La Spare Armorer, c'est une folie et du coup ça bypass le... Ça a la priorité, on va dire, sur les dead skills Scholar, qui ne te sert vraiment littéralement à rien pour le coup. Donc voilà, il y a d'autres mentions honorables en Might aussi qu'on pourra relever, notamment Fafnir. Fafnir qui a deux choses assez intéressantes, atypiques. Il a Interférence donc, qui est un skill ban notamment, enfin normalement je veux dire, normalement tu n'y as pas accès, et aussi il a un spell de ban, il a hâte, normalement hâte, slow et blind, il n'y a pas, il y a aussi d'autres skills mais c'est les plus, enfin d'autres spells mais c'est les plus, voilà, les plus impactants et les plus omniprésents dans le jeu de base, parce que c'est des sorts niveau 1 et 2, voilà, hâte c'est une dinguerie, et lui il y a accès parce que comme je vous ai dit, même si le spell est ban, si le héros là dans son boucle de départ, eh bien il peut l'utiliser. Donc voilà, attention Fafnir. Heureusement pour compenser ça, parce que sinon il serait Astro Broken et il serait certainement ban, il a un dead skill, il a Scholar, du coup c'est pour ça que le héros est quand même pas incroyable. L'aspect Naga n'est pas non plus folle, parce que la plupart du temps tu ne vas pas jouer Naga, même si là sur Duel S on est plus sur une méta où on va jouer notre biome, donc il y a plus de Naga qui sont joués qu'avant, mais voilà, ça reste pris surtout pour Interférence et hâte. Et durant un certain patch, je sais plus lequel, mais il y a une ou deux versions de duel, il a été justement le héros le plus pique, il était prisé plus que Solmir ou que Nilah non, parce que Nilah n'était pas disponible. Voilà, quand Nilah est disponible, Fafnir reste en retrait, mais voilà. Et évidemment donc, la deuxième mention, enfin, non c'est vrai, il y a une autre mention honorable, c'est Picdram qui commence avec Scouting, et il y en a qui aiment bien Picdram, notamment Bouiné, je sais qu'il le pique. J'avais vu son historique, mais moi je trouve que c'est clairement en dessous. Bon, surtout en dessous de Nilah, c'est incomparable. Mais voilà, c'est un petit héros tempo, il commence avec Scouting dès le début et il a un petit power stack de gargouille. Voilà, ça peut être sympa. Les gargouilles font pas beaucoup de dégâts, c'est pour ça que c'est pas un très bon power stack. On n'est pas sur des harpies, ça prend la riposte et tout, donc c'est pas incroyable, mais bon, voilà. Il y en a qui aiment bien Picdram. Et évidemment, il y a un seul caster qui va être viable, ça va être Solmir, même si en vrai non, il y aura une mention honorable pour Syrah, mais bon, le plus pique c'est Solmir, le héros le plus connu de Heroes. Frérot, je me souviens encore de mon CD Heroes 3 où j'avais le Solmir bleu, là le CD il était tout bleu, frérot, je regardais le CD, j'étais en train de kiffer, bah voilà, c'est Solmir. Solmir, sorcerie, quasi dead skill, mais avec Solmir c'est pas un dead skill en fait, parce qu'il a vraiment le game plan approprié. Bon, qu'est-ce qui fait que Solmir est cheaté? C'est évidemment juste qu'il commence avec Chain Lightning. C'est incroyable. C'est François. C'est incroyable. Sa spé de Chain Lightning n'est pas aussi forte que les gens pourraient la croire. En fait, toutes les spés de sort fonctionnent de la même façon sur Heroes. C'est augmente l'efficacité du sort en question, ici Chain Lightning, de 3% par niveau du héros. Tous les... Attends. Oui, non. 3% tous les N niveaux du héros, où N est le niveau de la créature ciblée. Exemple, si tu cibles une créature de niveau 7, donc c'est souvent ce que tu veux focus, et ben tu augmentes de 3% l'efficacité ici, du coup les dégâts de ta Chain Lightning, tous les 7 niveaux du coup de ton Solmir. Donc faut être niveau 21 pour augmenter de 9% les dégâts de ta chain, c'est vraiment de la merde. Par contre, si tu veux fumer un stack de tier 1, bon bah là oui, niveau 21 ça sera 21% x 3, enfin 21 x 3% plutôt, donc 63% de dégâts supplémentaires sur ta chain, et comme Lambda l'avait relevé récemment, effectivement ça peut être intéressant dans un cas, c'est si l'adversaire joue Necropolis et qu'il a un énorme stack de squelettes, là ta chain fera plus, je sais pas, 60%, ça dépend de ton niveau, de dégâts au squelette, donc ça peut dans ce cas là être intéressant, mais c'est très situationnel. Gardez plutôt à l'esprit que souvent une spé spell est quasiment inutile et c'est vraiment juste pour avoir le spell en soi, pas pour la spé liée à ce spell qu'on va le prendre. Et sorcellerie de base c'est naze, parce que sorcellerie ça fait 5, 10, 15% de dégâts en plus avec tes spells. Alors oui c'est bien 15%, mais c'est de la merde. C'est vraiment un quasi dead skill sur le template duel.
Mais il se trouve que Solmir, c'est vraiment le héros emblématique du rush à la chain. Tu es sûr d'avoir chain parce que tu as dès le début. Donc tu peux vraiment clean la map de manière très agressive avec ta chain. Tu break le plus tôt possible et tu rush l'adversaire avant qu'il ait le temps de construire chez lui, de break pour récupérer des artefacts et tout. L'adversaire il est encore à poil et t'es chez lui, tu lui mets 2 chains et c'est ciao. Et dans ce cas du coup oui, avoir en plus 15% de dégâts sur tes chains, ça peut être intéressant et donc c'est sympa. Mais c'est vraiment un cas assez isolé de rendre sorcellerie assez fort, c'est sur Solmir. Donc c'est limite pas un dead skill sur lui, c'est un skill on va dire moyen plus. Voilà. Et Solmir en plus qui se prête extrêmement bien à sa faction pour le coup, à l'opposé de Aurin. Aurin qui voilà était mal adapté à la faction. Mais Solmir a des chain lightning, du coup le problème c'est que ça peut rebondir sur ton armée. Mais tu vas du coup, si tu fais un rush à la chain lightning, faire un power stack de golem. Et du coup, même si l'adversaire il envoie ses troupes dans tes troupes pour que tu te foudres tout seul, t'en as rien à foutre frère, tes golems ils prennent moins 75%. Donc si en plus tu les protes air, alors là frère ils prennent moins 75% et encore un 75% multiplicatif dessus, donc je pense qu'ils prennent genre de tête je sais pas, bah c'est 25% un quart, donc 6,25. Donc si mes calculs sont bons, ils prennent 93,75% de dégâts en moins, donc ils prennent que 6,25% des dégâts, si je me suis pas trompé. Donc voilà. Sacré dinguerie. D'ailleurs son bonus de chain, il est par rapport à la première créature que tu cibles et la chain garde le même bonus où elle s'adapte à chaque level de créature. C'est par rapport à la première cible, effectivement. Donc oui, c'est vrai que tu as raison. Tu peux opti ça entre guillemets. Tu cibles un tier 1 et après ça rebondit sur un tier 7 et ça garde le gros pourcentage de dégâts bonus sur le second stack. Mais ça sera toujours plus rentable à moins que tu sois niveau 40, mais ça n'existe pas sur duel. Mais ce sera toujours plus rentable de base de cibler en cible principale ce que tu veux down. Mais c'est vrai que ça peut être marrant. Contre les LM. Ah, c'est vrai. Ah, Nomises, j'y avais jamais pensé. Merci Nomises. L'aspect est très fort contre les LM d'air. Parce que les LM d'air, ce sont que des tiers 2. Et pour le coup, les LM d'air, on en invoque beaucoup sur duel. Vous savez que pas mal de Final Fight se passent avec justement des grosses invocations de stack DLM. Et du coup, c'est à qui arrive le plus vite à tuer les LM d'air adverses sans perdre des siens. Et du coup, dans ce cas-là, effectivement, c'est 3% tous les 2 niveaux de ton héros et donc tu peux monter à plus de 30% très facilement. On va dire t'es niveau 22 à peu près, donc tu vas être à plus de 30% de dégâts supplémentaires sur les LMDR cumulés en plus au truc de sorcellerie. Donc ouais, Solmir dégomme les LMDR adverses à la chain. J'y avais jamais pensé. Merci pour cet input qui est le bienvenu. Et en mention spéciale, les Zamzam, on va voir Syrah. Parce que Syrah commence avec hâte. Donc voilà, c'est un héros qui est spé hâte en plus. Donc tes unités de tier 3 auront un plus gros bonus. Enfin, 1 à 2 auront un plus gros bonus. 3 à 4, un petit peu plus, un petit peu moins, gros bonus. Et tier 5-6, un petit bonus de plus 1. Voilà. Inferno. Inferno, du coup, comme je vous disais, le plus pique le plus souvent, c'est Fiona. Simplement parce qu'il n'y a pas de héros incroyable. Il y avait Nimus à un moment au tout début de duel qui était un petit peu pique parce qu'il commençait avec juste Advanced Offense, donc c'était un skill un petit peu pur, un secondary skill un petit peu pur comme arbre. Tu pouvais prendre ce que tu voulais comme set autre et puis Offense c'était pas mal. Après on a eu Fiona qui a dominé la méta et jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est toujours Fiona qui est le plus pique comme je vous expliquais parce qu'elle commence avec Advanced Scouting. C'est vraiment les secondary skills qui priment ici. Et dans certains cas quand on a envie d'avoir un bon power stack de démons en demon farming en late game, ça peut être très intéressant l'aspect démon. Et de toute manière, Advanced Armorer, c'est un bon secondary skill aussi. Donc voilà, Marius ou Fiona. Nimus, je vous le déconseille, c'est pas vraiment le cas. Cal, il commence avec Scouting et Archery, donc ça peut te faire rêver en plus avec les power stacks, enfin l'early power stack de GOG. C'est vrai que c'est très confort, quality of life. Mais en réalité, sur le long terme, c'est pas vraiment ce que tu veux parce que pour la même raison que Aurin, Archery, c'est pas très utile en réalité en late game. Et en plus ça se prête pas trop à ta faction. Tu te bases pas trop sur tes Gog Magog, tu te bases plus sur tes Efrites. Là où vraiment sur Rempart tu te bases vraiment quasiment que sur tes elfes pour faire les dégâts. Donc enfin beaucoup plus du moins que sur les Gog. Tu peux faire des games où tu te bases sur les Gog, mais c'est pas, on va dire c'est genre 25-30% de tes games. Alors que là où tu te bases sur tes elfes ça va plus être 70%. Donc voilà, l'archerie de Ivor est plus intéressante que l'archerie de Cal. Donc voilà, Cal...
pas trop une bonne idée. Ignatus, power stack de Imp, ça c'est sur G plus Cross, vous pouvez oublier. Mais il a interférence, du coup ça, pour le coup, si vous voulez un counter à un seul mire ou quoi, ça peut être marrant. Alors, oui non, et sinon, aucun caster, voilà. Si vous voulez jouer un caster, alors je peux regarder avec vous, parce qu'en fait, j'ai jamais vu de caster prêt. Ah oui, si, c'est Aiden, je pense. Spé Intel. Pour avoir un gros pool de mana. Voilà. Ah oui, au fait, alors ça, il y a un truc très très drôle. Vous savez pourquoi on pique pas de caster sur duel? Parce que oui, j'ai aussi peut-être oublié de faire un petit préambule. L'avantage des mites, c'est que bah, ils ont plus de stats mites, du coup forcément tes unités vont clean plus fort. Et l'avantage, donc c'est plus fort hein, d'avoir un héros might de base, sauf que sur duel, c'est aussi cool d'avoir un héros spé magie pour une raison, c'est qu'ils ont plus de mana et du coup ils peuvent plus facilement faire TP et DD dans le même tour en early game, tu vois, ou double TP, double DD, double triple TP dans le même tour, peu importe. Ils peuvent faire plus de sorts de déplacement. Donc c'est juste parce qu'ils ont plus de knowledge. Et regardez-moi ces gros trous du cul de hérétique. Donc ça c'est un caster, hein. Spé Wisdom, Spé Mysticisme. Vous lisez avec moi son knowledge s'il vous plaît? Ouais, c'est le même knowledge qu'un barbare. Ouais, effectivement. Non, c'est vrai, c'est le cas. Donc voilà, c'est des spé mages qui ont un de knowledge. Donc c'est injouable. Enfin, il n'y a aucun intérêt. T'as pas de stat might et t'as pas de stat magie. Donc déjà de base, c'est la pire classe du jeu, les hérétiques. Enfin, sur duel, c'est vraiment une folie. Et en plus, ils ont les pires héros, frère. Wisdom, Ballistic, Spé Weakness. Quand le ridicule ne tue pas. Khalid, un sulfure. Learning, mais tranquille, il a haste, MDR. Sorcellerie, toujours plus. Sorcellerie, mais avec Stone Skin, comme ça ta Stone Skin fait plus de dégâts. MDR, on adore l'humour. Xeron, bon, plus un speed sur tes diables, lourd. Et Axis, Spé Mysticisme, c'est bien. Tu régènes ton mana que t'as pas, donc c'est cool. Alors t'as 10 de mana max, mais par contre tu régènes 10 points de mana chaque tour, hein. Chaque tour tu les auras des 10 points de mana. Bref, ça me fait un petit peu rire de mime sur eux. Bon voilà, du coup si vous voulez à tout prix prendre un hérétique, vous prenez Aiden je pense. Wisdom qui est donc comme je vous dis est un bon skill. Et Intelligence qui est un skill ban de base, qui pour moi est un skill plus. Genre c'est bien, c'est un bon skill. Et en plus c'est bonne quality of life donc c'est agréable à jouer. Voilà, je prendrai Aiden à votre place. Nécropolis. Alors, on va avoir plusieurs... Là c'est peut-être la ville où c'est le plus contesté et où il y a le plus de choix. Il y a plusieurs trucs très intéressants. On va faire dans l'ordre le plus pique. Ce qui est le plus pique, souvent, ça va être Vidomina et Isra. Voilà, simplement parce que c'est deux spé nécromancie qui te permettent du coup d'avoir énormément de squelettes. Hein. Simplement, un spé nécromancie, c'est juste... tu restes plus de squelettes avec tes niveaux. Chaque niveau, tu restes plus. Donc c'est à la fin, tu te retrouves avec 8000, 10 000 squelettes. Voilà. Je vous laisse aller voir ma game où j'avais Cove et on a vaincu 8000 squelettes grâce à nos sorcières qui stackaient les debuffs de défense. C'était une sacrée dinguerie cette game. Donc voilà, c'est les plus piques. Ici, Vidomina, c'est une casteuse avec un arbre de talent pur. Voilà, t'as juste nécromancie en early. Donc tu as un très bon héros. Et Isra, c'est si tu veux la version Might. Exactement pareil, tu commences avec Advanced Necromancy. Donc arbre de talent pur. Tu commences en plus avec Magic Arrow. Donc en early, tu peux mettre des Magic Arrow en plus à 2. Parce que les Death Knight commencent à 2 de spell power. Donc ça tape du 30, la Magic Arrow dès le début. Donc ça peut t'aider à clean des early fights assez sympas. Donc voilà, 2 excellents héros. Vraiment rien à redire. Moi c'est pas ce que je pique en l'occurrence. Moi je pique, alors avant je piquais Tente. Parce que j'adorais commencer avec Animated. Alors ceux qui connaissent le template duel peuvent ticker en mode ouais mais attends, Animated c'est un sort de niveau 3 et tu commences dans le jeu avec une boîte à côté de ton château de départ qui te donne tous les sorts de niveau 3. C'est vrai, c'est un avantage qu'il a donné pour rattraper le petit désavantage que pourraient avoir en puissance les héros might, les héros mages pardon. Parce que les héros might ne peuvent pas vu qu'ils n'ont pas wisdom. Mais tout comme les héros might des autres factions, les nécromanciens qui sont les mages n'ont pas wisdom de départ. Parce qu'ils ont nécromancie. C'est trop du cul. Donc il y en a un qui a wisdom, on y reviendra plus tard, c'est Aislinn. Mais sinon voilà, tu vois, ils n'ont pas wisdom. Et donc Tente, c'est le seul nécromancien qui commence avec Animated au final. Et du coup je kiffais trop prendre Tente pour justement pouvoir Animated mes créatures et raise tous mes squelettes, mes vampires et tout. Mais en fait, je me suis fourvoyé pendant tout ce temps.
parce qu'on a Aislinn, je me suis rendu compte récemment, je sais plus qui me l'a dit, mais encore merci à lui. En fait, simplement, tu peux prendre Aislinn parce que Aislinn a Wisdom. Et du coup, tu peux prendre la box avec tous les spells de niveau 3. Et donc, non seulement t'as Animated, mais en plus t'as tout le reste. T'as Force Field qui est excellent, niveau 3. T'as Hypnose qui peut être utile dans certains cas en Final Fight. Et voilà. Et en plus, tu commences avec Meteor Shower, donc que tu peux utiliser pour clean la map. Donc moi, Team Aislinn ici, c'est Autopic Aislinn, j'adore. Même si peut-être que je pense bientôt, je vais essayer de jouer des games late game Necromancy avec full squelette. Stay tuned. Donc voilà, ça c'est pour les héros et on n'a toujours pas fini. À un moment, Tamika était pique, c'était le might qu'on préférait. Franchement, c'était parce que c'était fort de jouer Black Knight et du coup l'aspect Black Knight était assez forte, l'arbre de talent était décent. Voilà, à un moment Tamika a été joué. Striker, c'est là où c'est très drôle. C'est que c'est un spé zombie, donc vraiment le truc tu vas pas t'attendre à être méta, mais il a interférence et hâte. Et ça pour le coup, bah, c'est quand même deux très très bons éléments. Parce que pour rappel, c'est ce qui rendait Fafnir très fort, c'est exactement la même chose. Interférence et hâte, mais Fafnir il a un dead skill ce con, Scholar. Alors que lui, il a Nécromancie, qui est pas un dead skill. C'est assez dur de classer Nécromancie parce que c'est un skill tellement atypique, qui est réservé à une faction pour un style de jeu très particulier que c'est vraiment dur d'estimer à quel point c'est un dead skill ou un skill OP Nécromancie ou le maître. C'est vraiment très chelou. Mais c'est pas un skill inutile, en tout cas ça c'est sûr. Ça va tout le temps te faire un apport de squelette alors que tu le mettes à profit ou non, plus ou moins. Ça va dépendre de ton style de jeu, du plan de jeu que tu vas mettre en place, etc. Mais même si tu joues pas du tout tes squelettes, ça sera toujours utile d'avoir des petits squelettes que tu génères pour faire des one stack en boucle. À la fin de chaque fight, tu peux refaire des one stack alors que des fois c'est chiant, tu perds tous tes one stack et du coup ça te bride dans les combats que tu peux prendre à la suite de ton mouvement durant ce tour. Là tu n'auras pas ce problème, donc voilà. C'est toujours au minimum utile, c'est pas un dead skill. Donc Striker est un très bon héros. Même si c'est pas ce qu'on va pick, mais c'est en vrai c'est pas du tout du troll de le prendre. Si vous le voulez parce que vous avez un coup de cœur dessus, n'hésitez pas. Sandro, oui on est toujours dans Necropolis. Sandro, héros qui est assez drôle parce que bon, spé sorcellerie, on se tape des barres, voilà, on met des gros spells qui font beaucoup de dégâts. Bon, en réalité, c'est quand même pas fou. Mais bon, spé sorcellerie, ça veut dire que niveau 20, tu mets pas plus 15, mais plus 30% de dégâts avec tes spells, donc tu commences à faire des vrais dégâts. Bon, enfin, un vrai bonus. Mais bon, c'est quand même pas pour ça spécialement que tu vas le prendre, c'est surtout parce qu'il a slow. Et slow, c'est le sort le plus fort du jeu. Et donc, bah, slow de base, c'est ban. Et vous avez vu que ceux qui ont les sorts ban, souvent c'est hâte. On a mentionné pas mal de héros qui avaient déjà hâte, tu vois, alors que c'était ban. Et là, pour le coup, ici, c'est slow. C'est la première fois qu'on parle de slow qui est disponible. Et slow, à lui tout seul, peut justifier que certaines personnes aiment pick Sandro. Bon, en plus, c'est Sandro, donc héros mythique du lore, que dis-je, légendaire. Donc voilà, en plus, il y a un petit côté, un petit affect qui fait que les gens vont venir le pick. Mais voilà. Slow à lui tout seul peut justifier un pic de héros parce que bah tu vas exploser la map sans aucune perte à chaque fois, parce que si tu masses Slow, l'IA, il ne peut plus rien faire, c'est juste contre les shooters que tu pourras avoir des pertes. On est à peu près bon, même pas, il y a Galtran, il y en a qui piquent Galtran, power stack immédiat de squelette, armoreur qui est sympa, je vous précise pas Necromancy parce que c'est sur tous les héros, et spé squelette, et mine de rien si à la fin tu veux une armée de squelettes, bah pour le coup, tes squelettes ils sont lents, c'est leur faiblesse, et leur donner plus 1 de vitesse, bah ce sera très très fort avec l'aspect. Donc voilà, Galtran est également pique, et je crois qu'on est bon, on a fait le tour de... À un moment c'était spé vampire, c'était marrant, c'était assez joué vocal à mes débuts de duel. Donc vraiment, quasiment tous les héros on les a vus passer. Hein. Non, des petits Knights, Death Ripple frérot, y a rien. Death Ripple c'est le sort le plus faible du jeu. C'est le sort le plus faible du jeu qui fait le moins de dégâts du jeu. Donc ouais, non. On peut pas décemment parler de ça sans sourire. Donjon, je sais plus ce que j'avais dit. J'avais juste parlé de Lorelai, pourquoi elle était forte. Hein. Mais du coup, voilà, ce sera toujours Lorelai qui sera pris en might. En might, il n'y a aucun débat. Ajit si vous voulez interférence, mais bon, même dans tous les cas, ce sera Lorelai. En vrai, même contre un Solmir ou quoi, c'est Lorelai tous les jours. Il y a une période Shakti un petit peu qui pouvait être marrant, mais bon, voilà. Sinka n'a rien de spécial. Ensuite en caster c'est tout le temps Sephienrod je crois qui pique parce qu'elle commence avec Wisdom et Intelligence qui sont deux bons skills
Cristal ça sert à rien et protection contre l'air, bon tu l'as, mais bon ça sert que au final fight. Alors oui, c'est pas incroyable, mais le truc c'est que sinon c'est que de la merde le reste. Eagle Eye MDR, sorcellerie c'est un dead skill comparé à intelligence, learning c'est un dead skill comparé à tout, mysticisme c'est un dead skill quasiment, et bon ça c'est pas des, ça c'est des might, mais ils ont estate donc ils servent absolument à rien. Donc voilà. Tous les jours leur lie, si vous voulez à tout prix jouer un caster, vous prenez Sephiroth. Dimmer qui évidemment n'est pas disponible. Dimmer, le meilleur héros du jeu, le plus fun, celui avec lequel on peut battre Lexiav. Et donc voilà, Dimmer, incroyable, rank 1. Et dans la bêta, il était là, mais les gens ont voté pour le TEJ. Je suis larmoyant. Allez, eux ils vont me sécher mes larmes. Mes bébés, les barbares. Oh, en plus, mes bébés, les barbares. Oh, mais c'est incroyable. Mais... si ça c'est pas le destin mon pote, je sais même pas ce que c'est. Alors, les barbares, pourquoi, pour moi, premier degré, meilleure classe du jeu, par contre, blague à part, pour de vrai, parce que l'attaque, c'est mieux que la défense sur Heroes, et c'est la classe qui a le plus d'attaque du jeu, de loin. Tu level up quasiment que dans attaque, t'es niveau 10, t'es genre en 15-2, ça te fait taper des barres, donc c'est extrêmement fort les barbares, c'est génial, on kiffe les barbares plus que tout. En plus ils ont Shiva, meilleur héros du jeu frère. Offense, scouting, Spirok. Donc Shiva qui était vraiment la méta depuis un an, ouais, depuis toujours. Mais ils ont rajouté Kragak récemment, du coup bon bah maintenant ce sera plutôt vers Kragak qu'on va se diriger. Je vais un petit peu expliquer pourquoi. En gros Shiva donc spé directement offense scouting et Spirok, sachant que l'aspect rock c'est une excellente spé tout comme l'aspect harpie. Souvent c'est pas pour l'aspect des créatures que tu vas prendre tes héros, mais il y a des exceptions parce qu'il y a des power stacks qui sont extrêmement forts et qui bénéficient en plus beaucoup du plus 1 de speed de la spécialité, dont justement les unités rapides et volantes qui du coup tu vas pouvoir faire des allers-retours avec. Et bah voilà, les rocks ça en fait partie. Les rocks ça va vraiment être ton power stack qui va te permettre de clean tout. Même si tu joues BMO en général, tu clean pas ta map avec tes BMO, tu clean tout avec rock. Puis à la fin, pour le final fight, tu utilises tes BMO, tu vois. Donc vraiment les rocks c'est des unités extrêmement puissantes et en plus d'être extrêmement puissantes, c'est les seules utilisables. Enfin c'est vraiment de loin les meilleurs, donc tu es obligé de jouer rock. Donc vraiment aspect rock c'est absolument incroyable. Et offense scouting qui sont deux très bons skills. Donc voilà, Shiva c'était tout le temps pour ça qu'on allait. Mais maintenant Kragak. Secondary skill pur directement avec offense et spé offense. Bon alors pour le coup spé offense bon bah c'est pas aussi fort que Armorer, mais putain c'est quand même une sacrée dinguerie de mettre des patates à 1 million là, ça fait très très rire. Donc pareil, même logique hein, que les autres spécialités à scaling, c'est à dire qu'au niveau 20 il aura plus 100% à son bonus d'offense, 5% par niveau. Donc offense, contrairement à Armorer qui est 5, 10, 15% de dégâts réduits, toi c'est là tu fais plus de dégâts en mêlée seulement, attention, 10, 20, 30%, et du coup au niveau 20 tu feras plus 60% de dégâts avec un Kragak. Donc énorme dinguerie, on se tape des barres. Très très sympa. À un moment il y avait Crélion aussi qui était joué, parce qu'on a interférence, du coup en fait c'est un petit peu comme Shiva, sauf que au lieu d'avoir scouting, t'avais interférence et tu sacrifiais ta spécialité rock. Mais interférence c'est quand même très très fort, hein. C'est très très fort, c'est ban parce que c'est très chiant et trop fort. Donc voilà, c'est très très cool d'avoir interférence. Donc Crélion, jouable. C'est tombé off méta un petit peu avec Kragak qui vraiment a pris le dessus sur le reste. Mais à l'époque où il n'y avait pas de Kragak de dispo, on va dire qu'à peu près 60% des joueurs jouaient Shiva, mais le reste jouait Crélion, il y avait beaucoup de joueurs Crélion. Voilà. Bon, Tyraxor c'est plus sur Jibus Cross qui va être intéressant, mais je kiffe toujours autant Tyraxor. Kilgore c'est du bait, hein, il est nul à chier, même s'il rend les BMO vraiment beaucoup plus forts pour le coup, mais le truc c'est que c'est trop lent quoi, c'est trop lent. Voilà pour Stronghold. Ah, et si vous voulez aller jouer un caster chez Stronghold, franchement je pense que je prendrais Terek, Spéat. Ouais, Terek. Vous avez hâte. Alors, forteresse. Forteresse, évidemment Bronn, parce qu'il commence avec des basiliques. Je rigole. Ça aurait été la tier list de moi à 6 ans. Je prenais tout un Bronn. Et en plus, ils l'ont up, hein. De base, sur le Heroes de notre enfance, ou de notre jeunesse, peu importe, ils commençaient avec 3 à 5 et ils l'ont buff pour que ce soit de 4 à 7 maintenant. Donc incroyable Bronn. Mais Bronn qui, quand même, trouve son utilité de par son armorer plus interférence en early.
et son petit stack de basique qui fait, bon ça c'est plus pour faire rire que être puissant. Les basiques c'est vraiment des unités qui font aucun dégât, ils puent vraiment la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Mais du coup voilà, Braun pour le coup qui a déjà été pick dans plusieurs games, même contre moi. J'ai déjà vu plusieurs fois pick. Un petit peu à la manière de Alkin aussi, qui est SP Armorer Offense et Gorgon, donc voilà un héros, il n'y a rien d'incroyable, mais juste Armorer Offense c'est un bon héros. Mais on va quand même toujours privilégier Broguild qui commence avec Scouting, Armorer et Spé Wyvern. Ça fait justement partie des très bonnes spé d'unités. Encore une fois, les unités volantes qui font des... C'est même pas une question de faire des gros dégâts, c'est sur lesquels tu bases tout ton gameplay en fait. C'est des unités sur lesquelles tu bases tout ton gameplay. Donc à savoir justement les Harpie, Rock et Wyvern. Donc voilà, prendre le héros en question qui en plus a Scouting lié à cette unité, avec le spécialiste et tout, c'est vraiment très très fort. Et du coup, vu que Armorer en plus est un très bon skill, en plus, bah voilà, Broguild est le choix par défaut et c'est incroyable. Conflux. Attends, je dis ça, mais en fait, je suis un ouf. Je suis un ouf, j'ai oublié, mais je suis un ouf. Pourquoi j'ai pas mentionné Kinkaria? Attendez, Kinkaria, qui est quand même un héros décemment pick, même si spé learning, donc spé useless, et un dead skill learning. Mais tu commences avec slow. Donc encore une fois, comme je vous ai dit avec Sandro, hein, slow qui justifie des pics qui n'ont rien pour eux de base, et ben c'est la même chose avec Kinkaria. Voilà. Ça a été pas mal joué en version quoi? C'était R ou Q? Je sais plus. C'était beaucoup joué. Je sais que Mitchav ici présent l'a joué aussi. Donc voilà. Conflux. Conflux, on a combien de choix? En fait, on a un... En fait, on n'a pas le choix si vous voulez jouer Might, c'est Moner. Moner, offense, logistique. Le reste, c'est que des héros qui puent la merde. Hein. Estate, artillerie. Offense, mais bon... tu préfères avoir Moner. Et tactique, pareil, tu préfères avoir Moner parce que Moner commence avec logistique, qui est un très très bon skill. Et du coup, voilà. Moner, c'est tout le temps le meilleur héros Might, pour le coup... de Conflux. Et en héros magie, alors contrairement à d'autres templates multi-héros, Luna n'est pas le héros le plus fort du jeu sur duel, contrairement à Gibbus Cross. Ce qui va être pick, ça va être AN1 souvent ou la bêta en héros magie, tout simplement parce qu'il commence avec magie de l'air et magie de la terre respectivement. Alors AN1 il semblerait être un petit peu meilleur de par le fait qu'il commence avec 3 de knowledge. Donc c'est énorme, les élémentalistes, et du coup, tu peux très vite utiliser, tu auras très vite assez de mana pour utiliser ta double DD. Donc autant avoir directement grand maître en magie de l'air pour l'avoir très très tôt. Donc AN1 c'est le meilleur. Au début je voulais jouer la bêta pour sécurité, mais en fait non. AN1 en plus c'est assez agréable comme gameplay, donc voilà. Ce sera AN1 simplement pour magie de l'air avec son 3 de knowledge, ça marche très très bien. Ok, Cov. Alors Cov, faction rajoutée par Ota, on a des excellents héros, c'est notamment ce qui rend Cov ultra cheaté, c'est ces héros. La ville en soi a des bonnes unités, mais ces héros sont souvent craqués du slip. Alors, on commence déjà avec Corkes, un spé offense. Donc spé offense ça peut être intéressant, mais dead skill. Pathfinding c'est ban, mais c'est un dead skill sur duel, je peux vous expliquer brièvement pourquoi. En fait c'est très simple. Vous commencez sur votre biome qui a donc votre terrain de départ. Et vous ne pouvez pas avoir de pénalité sur votre terrain de départ par définition. Vos unités marchent sans pénalité dessus comme si c'était une plaine. Donc déjà dans votre biome c'est inutile Pathfinding. Ensuite ça va être utile dans le désert, mais dans le désert vous allez vous déplacer de toute façon constamment avec Fly. Donc Fly va annuler toute pénalité. Donc Pathfinding n'aura en réalité aucune utilité. Il y a une utilité, c'est si dans votre biome vous prenez genre des fées pour faire des one stack dans votre château Conflux garanti. Et du coup oui les fées vont vous faire courir très lentement dans le marais. Mais bon, est-ce que ce tour justifie ça? Enfin non, en aucun cas. Donc voilà, Pathfinding dead skill, coup dur pour Corkes, mais ça reste un spé offense donc attention. Mais c'est pas ça qui va être pick souvent. Jérémy, spé canon, donc ça peut être sympa en early. Artillerie c'est... En fait de base artillerie je vous dis dead skill point. Mais canon c'est quand même autre chose pour le coup. Ça c'est pas une baliste. C'est beaucoup plus fort qu'une baliste le canon. Et donc quand tu le contrôles avec artillerie, ça peut vraiment te carrer en early. Mais c'est quand même pas pique. Mais c'est quand même pas du troll. C'est pas ce qu'on va pique. Mais en vrai tu peux jouer Jeremy. Y a aucun souci. C'est pas ce que je te recommande. Je préfère encore Corkes.
mais je préférerais encore plus Ilor. Ilor, spé Starbird, dans la même lignée que les spé Wyvern, Rock, Harpie, tout ça. C'est une spé de mob très puissante, mais un peu moins quand même que les autres que l'autre, parce que tu peux ne pas te baser sur les Starbird, mais plus sur tes pirates et tes T1, 2, mais quand même, c'est quand même une excellente spé. Bon, tactique armoreur, de très bons skills, surtout armoreur, tactique en early c'est cool pour tout clean, et en plus tu commences avec les Starbird et c'est un excellent stack de départ, enfin pour clean ta map tu veux vraiment avoir un max de tier 4, donc voilà, commence avec 3 à 5 c'est cool, et en plus il a les pirates qui sont les shooters, donc excellent armée de départ pour le coup, donc voilà, très très sympa. Ilor, Derek, rien de spécial, Annabelle, rien de spécial. Même si à un moment ça a été vite fait essayé, mais en vrai ça vaut rien. Cassiopeia non plus. Casmetra, le G si tu nous entends. Attendez, on va finir voilà sur les mites. Bidley qui sera souvent le mite le plus prisé parce qu'il a une spé Sea Dog, donc ça fait un petit peu écho aux spé ultra cheatés de Gelu et de Dracon qui utilisent leurs compétences pour upgrade les unités de leur armée. Bon bah ici, pour ceux qui savent pas, en gros, Cov, leur tier 3, les pirates, ont 2 upgrades, c'est leur particularité. Ils évoluent en Corsair, puis en Sea Dog. Donc les Corsaires, c'est ceux que vous voyez au milieu, là en rouge à 4 à 7, puis en Sea Dog 1 à 3, là, ceux en noir. Et ils sont absolument broken en double upgrade. Ils font des dégâts de zinzin, ils ont une vitesse de déplacement de zinzin, ils attaquent au corps à corps sans riposte, ils n'ont pas de pénalité en mêlée, et ils ont la capacité de faire des pertes brutes entre guillemets comme le regard des gorgones, mais à distance. Alors évidemment en moins grand nombre que les gorgones, mais tout de même. Donc si tu tires à distance sur un dragon noir, tu peux tuer un dragon noir en plus de tes dégâts, ou deux, ça dépend suivant ton nombre de Sea Dogs que tu as. Et aussi ça marche mieux en pleine flèche qu'en flèche cassée. Voilà. Faut aussi savoir, si vous tirez en flèche pleine, vous tuerez plus d'unités avec leurs compétences uniques que si c'était en flèche cassée. C'est à moins de 10 cases, vous êtes en flèche pleine. Donc voilà, Bidley le plus prisé pour ça, parce que du coup c'est extrêmement fort. En plus tu commences avec Advance Offense, donc un bon arbre de talent. Donc très fort, Bidley. Et j'ai oublié de parler des casters, évidemment, Eovasius. Eovasius, un seul caster pour le coup viable, le reste on n'en parle pas, c'est pas de sa ligue. Eovasius incroyable, pour plusieurs raisons. Bon, moi je kiffe intelligence, mais surtout intelligence là ça se prête bien avec son gameplay. Pour le coup c'est lui qui bénéficie plus d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il a directement le sort clone et il a la spécialité clone qui est une spécialité introduite justement avec Ota, c'est le seul à l'avoir. Chaque bataille, son premier, attention c'est que le premier, sort clone, invoque 2 clones au lieu d'un, c'est une dinguerie. Salut Rodin, c'est une dinguerie de zinzin. Peu importe votre power stack, ça peut être 200 tier 1 parce que vous avez eu dans les box, ça va être une dinguerie. Ça peut être un power stack de crewmate, ça va être une dinguerie. Ça peut être un power stack de pirate, ça va être une dinguerie. Ça peut être un power stack d'oiseau, ça va être une dinguerie. Ça peut être un power stack de tier 5, c'est une dinguerie. Voilà, n'importe quelle unité que vous avez dans vos box ou quoi, vous les clonez, c'est un truc de fou. C'est toutes des très bonnes unités chez Cov. Donc voilà, ça fera le ménage, ça va tout détruire. Et du coup, pour le coup, clone ça coûte beaucoup de mana. Donc si en plus après tu veux DD et TP et tout, il te faut du mana. Et c'est là justement où je vous dis que son intelligence, qui lui permet d'avoir un plus gros pool de mana, est extrêmement rentable et vous servira concrètement très vite. Avec Eovasius, vous allez la mettre en action quasiment tous les tours. Donc voilà, Eovasius, gameplay très drôle parce que atypique. C'est le seul qui se bat avec des clones dès le début et tout, c'est vraiment atypique, point. Et en plus, synergise bien avec ses compétences. Vraiment, héros très satisfaisant à jouer, très fun. Je vous le recommande. Et en plus, très fort. Si vous voulez un héros très fort en might, vous prenez Bidley. Un héros très fort en caster, vous prenez Eovasius. Voilà. Donc, excellent héros chez Cov. Vraiment, très bonne faction. Au niveau des héros, rien à redire. Bon. On arrive dans le vif du sujet. Factory. Factory, nouvelle faction. Introduite avec... Ota 1.7.0 et on a du coup des débuts de méta. Attention hein, parce que là l'heure où on tourne, on est le 7 février, c'est sorti le 31 décembre. La version duel là sur 1.7 est sortie il y a même pas un mois, donc on est vraiment sur les balbutiements de la méta. On sait pas encore qu'est-ce qui à terme va être le plus pique, mais en vrai
Bon, le choix n'est pas trop poussé, on a que le choix parmi 13 champions, comme champions en direct de LoL, 13 héros. Et puis on sait à peu près directement mettre sur le banc de touche certains héros qui vont être inutiles, etc. Donc bon, on a quand même une plutôt bonne idée de ce qui va être joué à long terme. Mais pour l'instant, ce qui se dégage, c'est surtout 2 héros qui sont 2 might. On a vu évidemment énormément de Winona. Space Scouting, a-t-on besoin de rappeler pourquoi c'est une dinguerie? Mais attention à Archery qui est quasiment un dead skill. Et même en early, c'est pas ouf parce que ouais, les alphas ils sont incroyables, mais en vrai, c'est les seuls shooters de la faction. Tu vas... Enfin, il y a aussi les tier 6, mais tu peux pas en choper dans des box. Dans ton biome, c'est que des box de tier 1 à 5. Donc souvent, tu vas plutôt te baser sur des tier 2, 3, 4, 5 aussi pour te battre. Alors ouais, tu vas... Et en plus, très tôt sur les quattles aussi. Donc 2, 3, 4, 5, 7. Tu vas aussi souvent te servir des alphas en partie, mais voilà, tu vas pas baser ton gameplay que là-dessus. Ça va un petit peu rappeler... On avait dit qui, ouais, Cal, qui, oui, tu peux te servir de tes Magog, mais c'est pas forcément que de ça dont tu vas te servir, donc l'archerie n'était pas forcément incroyable. Donc voilà pourquoi Winona a un petit bémol, c'est côté archery. Scouting excellentissime, mais voilà, petit bémol. Et Sam qui est aussi extrêmement pique, ça fait un bon power stack, SSP offense et tactique. Alors c'est pas incroyable, ne me demandez pas pourquoi, mais Kira et ses adversaires, quand on a spectate leur game, ils piquaient tout le temps Sam. Au début, il a piqué Winona, et puis après, il a piqué Sam, et ses adversaires aussi piquaient Sam. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça la méta. Power stack de tier 2, qui peut bress et donc être fort sur les créatures bank en early. Honnêtement, il a rien d'extravagant, le héros. Moi, je préférerais à 100% Winona. Je sais pas pourquoi il pique ça. Voilà. T'as Arietta qui commence avec plein de halflins, mais sauf que Luck c'est un dead skill et leadership c'est pas un skill de fou, donc c'est un bait, c'est pas un bon buy en vrai. Bon, Tancred c'est useless, encore une fois je dis Archery ça se prête pas à la faction. Space First Aid, Omega Blague, Artillerie Balistique, Omega Blague, Archery qui se prête pas à la faction malheureusement. Artificier, donc ça c'est un caster, Wisdom Pathfinding. Bon, au moins il a hâte, mais bon, c'est quand même bien de la merde. Pathfinding, c'est un dead skill. Lui, on l'avait joué, Todd, le spé tier 4, et on avait fait un power stack de tier 4, ça avait très bien marché. Donc c'était assez marrant. Je pense que c'est le meilleur caster de leur faction. Ah, après, Agar, c'est pas mal, les tier 5 ils peuvent être jouables. Et en plus, t'as un bon arbre de talent, juste Wisdom, ça ressemble un petit peu à Adélaïde. Donc, ouais, pourquoi pas. Brassemont, Wisdom, Intelligence et Frenzy. Ok, aussi ça peut être sympa. Wisdom, Sorcellerie, Spell Lightning Bolt. Bon, Sorcellerie, on s'en bat les couilles, donc Dead Skill, donc non, ça sera pas jouable. Et Dead Skill Learning, alors elle est vraiment gâtée, hein. C'est Dead Skill plus spécialité Landmine, le sort que personne n'a jamais cast une fois de sa vie. Donc incroyable. Incroyable. Donc voilà, moi je suis team Winona. Les gens essayent Sam. Voilà, chacun son ressenti. Je vais plutôt être team Winona. Et Todd, Agar, Vrassemont qui peut être marrant. Qu'est-ce qu'on joue sur chaque faction et pourquoi? Alors en fait, déjà, ça va être un petit peu spécial sur le duel parce que ça va pas être lié uniquement à la puissance de l'unité en soi. Ça va aussi être lié au template. Parce que comme je vous ai dit, notre puissance peut venir, et vient souvent, de Pandora Box qu'on trouve dans notre biome qui contiennent des unités de tier 1 à 5. Donc par définition, tes unités 1 à 5 seront plus souvent des power stacks que sur une game normale parce que tu en auras plus. Mais aussi tu peux faire des dwellings assez tôt, donc les habitations de créatures de tier 7 dans ton biome assez tôt. Donc tu peux avoir des power stacks de tier 7 aussi assez tôt. Donc au final, les deux s'y retrouvent, tu peux avoir des power stacks d'un petit peu tout. Mais donc voilà, ça peut être des power stacks qui surprennent. Château. Château, c'est tes POG. Donc tes POG, Portal of Glory, donc tes dwellings d'anges. Les anges sont vraiment la clé de voûte du gameplay château. C'est les meilleures unités du jeu, c'est une folie. Les anges non upgrade sont plus forts que certains tier 7 upgrade, frère. C'est une folie. Et une fois que tu les upgrades en archange, tu es le roi du monde. Le but, ça va être d'accumuler un maximum d'archanges et d'anges en early et d'archanges à terme. Tu as que 2 dueling d'anges dans ton biome. C'est très peu, tout comme 2 dueling de BMO pour Stronghold, mais c'est parce que justement c'est 2 tier 7 qui sont absolument fous, et encore plus les archanges, encore plus que les BMO.
Et du coup, tu vas vouloir en trouver un assez tôt et le faire idéalement première semaine, grâce notamment à une box de piquier ou d'archer ou autre que tu aurais débroussaillé, déblayé, bref, que tu aurais récupéré pour te permettre de faire cet ange. Et après justement ton ange plus tes piquiers ou tes archers te permettront de clean les créatures bank pour te faire l'économie nécessaire à la construction d'un simple, double et triple à terme Portal of Glory dans tes 3 châteaux, parce que maintenant sur ce patch on peut désormais triple build et ça c'est génialissime. En vrai toutes les box sont bonnes à prendre parce que Griffon et Swordsman en fait tu t'en fous, en fait ça va vraiment, toutes tes unités vont être qu'un prétexte pour augmenter la prod de tes anges. Donc que tu perdes tes archers, tes griffons, tes swordsman, tes monks et peu importe lesquels tu lootes dans tes box, tu t'en fous. Le but c'est qu'ils te permettent d'avoir à terme plus d'anges. Donc si tu dois sacrifier ton stack de griffons pour faire cette stockpile qui te permet de construire cette semaine-ci une demeure d'ange en plus, et ben tu les sacrifies tes griffons. Et je dis griffons, ça aurait pu être n'importe quelle unité. Voilà, le but c'est juste de ne perdre aucun ange et d'augmenter un maximum la prod d'ange, parce qu'à la fin tu peux avoir juste ton power stack d'archange et ça peut te carrer la game à 100% quoi. Que ce soit contre l'IA dans le désert où tu massacres tout en auto, ou alors même en combat final, c'est une folie. On s'est déjà vu en combat final solo win juste avec nos 17 archanges genre semaine 4, et l'adversaire il peut juste rien faire. Rempart, comme je vous ai dit, Rempart c'est une faction vraiment qui va être full tempo, les box de griffons exact, full tempo. Donc quand je parle de tempo, c'est l'inverse de scaling, c'est-à-dire que tu vas te baser sur des boosts de puissance instantanés qui ne vont pas grandir au fil de la game, en fait, simplement, avec le temps. Donc, la tempo, par essence, c'est justement les box. Le scaling, par essence, ça va plutôt être les dwellings, les habitations de créatures, qui augmentent ta production, qui, sur le coup, certes, te donnent une semaine de production, mais c'est pas fou. Mais à terme, voilà, ça va donner 2, 3, 4, 5 semaines dans chaque château, en plus, de production. Donc voilà, c'est ça qui va faire un scaling, donc une puissance croissante. Alors que la tempo c'est linéaire, c'est dès le début, boum, ça donne un gros boost. Et voilà, ça donne genre 50 nains flat. Et débrouille-toi avec, t'as 50 nains, mais les à profit. Et donc Rempart c'est comme ça. Rempart tu ne joues pas de scaling en fait, tu ne builds rien. Alors maintenant il y a une petite méta qui s'installe où tu peux build un petit peu de licorne ou quoi, mais très peu en réalité. C'est surtout tu vas jouer tes box, donc tes unités tier 1 à 5 et te baser sur ton power stack d'elfe. Le gameplay ça va être d'avoir un énorme stack d'elfe, énorme, en mode soit t'as pas besoin qu'il soit énorme, même 60 c'est tellement fort les elfes que 60 déjà c'est très bien. Tu vas te faire un stack d'elfe qui sera protégé par les nains et les dendroïdes et les pégases et les centaures, peu importe, mais surtout les nains et les dendroïdes qui sont faits pour des unités tanky et qui bougent pas beaucoup, ils s'en foutent, ils se mettent autour des elfes, ils ont pas besoin de bouger, c'est aux autres de venir. Et voilà, tu vas te baser que sur ça. Tu vas quasiment rien construire dans tes villes. Tu peux même ne rien construire à part tes elfes en vrai. Tu construis juste les elfes, tu recrutes tes centaures, nains, elfes. Tu récupères les dendroïdes et les pégases dans les box que tu clean avec ton armée qui est très puissante. Et tu fais un effet boule de neige comme ça. Notamment le gameplay Aeris. Hein, justement Aeris, tu prends Aeris, ta scouting. Tu déboîtes la map avec ça. C'était comme ça que c'était joué pendant très longtemps Rempart. Même si c'est pas un héros spécialement qui s'y prête, hein. C'est pas un héros tempo, mais en gros j'ai beaucoup de souvenirs de games justement avec Aeris où tu prenais toutes les box, tu regardais juste les box. Tu voyais une box, tu prenais une box, et voilà, tu te retrouves au final avec une énorme armée, tu break assez tôt et t'es très fort, t'as beaucoup de troupes, tu t'en fous si tu les perds, et en plus au combat final, si tu atteins l'adversaire assez vite, tu as un énorme power stack de nains, et les nains c'est super chiant à gérer pour un combat final. En combat final, les nains sont vraiment chiants à gérer en fait. Ils vont être super nombreux et ils ont énormément de PV. Si tu les cibles avec de la magie, ils ont 40% de chance de résister. Une fois qu'ils sont upgrade, c'est énorme. Donc risquer un cast de foudre terrible dessus, c'est vraiment très risqué parce qu'on parle de 40%. Là pour le coup, c'est pas oh il y a de la chance, j'ai perdu à cause de ma chance. Non, c'est toi qui as peut-être misplay de les avoir chain, tu vois. Et donc voilà. C'est une très bonne unité pour rush, en plus c'est nain, avoir ce power stack. Donc voilà, c'est souvent une faction où tu vas vouloir rush avec, qui du coup a un petit peu de... C'est un petit peu à contresens avec le gameplay de Mephala, qui est un spé armor, qui du coup tu veux plutôt jouer en late game. Mais en soi en fait, même quand tu rush dans duel, si tu rush l'adversaire, t'es chez lui, t'es genre au niveau 18 ou au moins 16. Donc en vrai, Armorer a déjà
beaucoup d'impact, ça se perd armoreur, ça réduit déjà de 10% supplémentaire encore les dégâts que tu prends, donc c'est vraiment très très fort, même quand tu rush. Tower, on a 2 gameplays, à la base on n'en avait qu'un seul, mais avec le triple build justement, ça va être un petit peu le même discours pour toutes les villes de toute façon. Depuis le triple build, donc avant en gros on avait que double build, on avait 2 villes de notre faction, maintenant on en a 3, donc ça encourage un petit peu plus le gameplay scaling justement, aller chercher des duelings de tier 5, 6, 7 pour te faire une armée plus puissante en late game. Bon bah voilà, là Tower ça va être le cas avec les Nagas qui maintenant peuvent être un petit peu build, et c'est vrai qu'un power stack de Naga c'est monstrueux, hein, donc des fois on va essayer de chercher triple build Naga qui est pas si coûteux que ça en vrai. Bon, il faut quand même pas mal de cristaux et de gemmes parce qu'il en faut 6 de chaque pour les génies, plus après 2 de chaque pour les Nagas, 2 ou 3, je sais plus mais bref. Il en faut pas mal, mais c'est quand même pas si coûteux. Par contre les Nagas ça coûte énormément de gold, 1600 les Nagas upgrade, donc dinguerie. Mais sinon le gameplay plus classique on va dire, que moi en plus je privilégie parce que j'adore les choses originales, les gimmicks que tu vas pouvoir retrouver que chez une seule faction, exemple Eovasius chez Cov. Bon bah là ça va être le gameplay one stack de génie, donc des stacks de 1 qui vont servir que à buffer, et power stack de gremlins, et du coup tu vas avoir des box de gremlins. Les box de gremlins faut savoir que ça t'en donne 110, donc tu trouves une ou deux box déjà t'es dans les airs, t'as 300 gremlins frère, tu te fais des buffs de frenzy, précision, morale, luck, tout ça sur tes gremlins avec tes génies, et tes gremlins ils lâchent des bombes nucléaires à chaque coup mon frère, c'est une dinguerie, et donc c'est trop marrant ce gameplay, j'adore le gameplay one stack de génie plus gremlins, à chaque fois que je joue ça, je kiffe, et énorme dinguerie. Tu peux aussi jouer en soi full golem avec Solmir, ça se fait aussi en soi, donc c'est vrai que c'est un autre gameplay aussi, mais voilà, moi je préfère. Et puis tu peux aussi mixer, tu peux prendre tous tes dwellings de golem sur ta route pour le scaling, les laisser dans ta ville, tu clean tout aux gremlins et génies, et une fois que tu as pris le mid et que tu vas rush l'adversaire, là tu prends les golems sur toi, et là tu fais une bonne dinguerie. Ensuite niveau inferno, on va avoir un gameplay aussi. Alors avant c'était full tempo, donc c'est à dire que ça jouait surtout box et ça rushait. Enfin non, il y a eu plusieurs méta. Au début ça jouait Efrit, tout le monde prenait les duelings d'Efrit et on essayait de double build d'Efrit, parce que les Efrit c'est un power stack insane, ça tape du 16 à 24, c'est énorme, ça se déplace super vite, ça a beaucoup de tankiness, 90 PV, c'est une dinguerie, c'est un excellent power stack les Efrit. Et en plus t'en avais plein des duelings dans ton biome, t'en as toujours autant, hein. Je parle à l'imparfait mais c'est toujours le cas. T'en as plein des duelings d'Efrit, tu peux donc avoir une énorme prod, donc incroyable. Mais les gens se sont mis à jouer de mieux en mieux. Et bien en fait la méta du coup c'est toujours plus accéléré, parce que forcément plus t'es bon, plus tu break tôt et plus t'attaques ton adversaire tôt. Et du coup plus ça donne raison au gameplay tempo plutôt que gameplay scaling forcément. Parce que moins la game dure, moins le scaling prend de la value, et plus le tempo lui il en a rien à foutre parce qu'il a déjà donné sa value directement. Donc ça a donné lieu à une nouvelle méta, justement avec Fiona, qui rushait full box. Tu prenais toutes les box de... Un petit peu en fait comme un rempart. Tu prenais toutes tes box, n'importe lesquelles, tier 1 à 5, tu t'en fous, et tu allais break le plus tôt possible avec ton armée de box. Et tu jouais pas vraiment ta faction, tu jouais ce que tu trouvais au mid. Et voilà, t'attaquais comme ça. Et maintenant avec le retour du triple build, on est à nouveau sur une méta où on va plutôt construire Efrit, ou alors en vrai on a toujours le choix de récupérer que des box pour tempo, mais maintenant il y a même un gameplay aussi où on construit Diable en plus des Efrit. Donc voilà, il y a vraiment les deux qui vont être possibles, soit full tempo soit scaling, sachant que voilà, quand tu joues tempo en général, le power stack que tu vas utiliser ça va être des GOG et des Efrit en vrai, parce que même les Efrit, même si tu joues full tempo avec les box, tu vas quand même prendre tes demeures d'Efrit ou quoi, donc souvent tu vas jouer GOG, démon, Efrit, ou alors en fait ça dépend ce que tu trouves dans les box en vrai, hein. Tu trouves 2 stacks de chiens de Cerbère, bah tu vas jouer tes 50 Cerbère, ça va être très bien. Tu trouves une box de Pitfiend, ils vont faire des dégâts de zinzin, TV1 Pitfiend, voilà, ça peut vraiment être tout meilleur. À partir du moment où tu joues box, tu te plies juste à ce que tu trouves dans la box, tu vois. Nécropolis, alors assez spécial en vrai de parler de power stack ici. Tu vas clean tout avec tes squelettes, globalement, parce que tu vas les raise et en générer de plus en plus. Les Walking Dead sont absolument injouables, ils ont pas de dégâts et pas de vitesse, ça sert à rien. Les White, exactement pareil. Donc voilà, évidemment, gameplay Vampire Lord, hein, bon les vampires, ils infligent 1 point de dégâts, ça leur régène 1 point de dégâts, que contre les unités vivantes. Par contre, attention, faut pas se fight de golem, d'élémentaires, de gargouilles, tout ça, ou d'autres undead, faut éviter.
Sinon, il va falloir faire des animated pour les res parce qu'ils vont pas pouvoir lifesteal de même. Mais voilà, ça vous permet de faire des utopias très tôt, de break très tôt, de faire des combats qui n'ont aucun sens, de faire des maxi naga bank alors que vous avez genre 20 vampires, bref. Des trucs de fou. Et c'est trop marrant à jouer. Donc, c'est gameplay squelette into gameplay vampire. Après, si vous voulez build, vous pouvez build les Black Knight. Moi, j'avoue que je suis team Vampire et Rush, et je pense que c'est le cas de la plupart des... Je pense que même maintenant, avec le triple build, c'est toujours Vampire et Rush. Si vous voulez build des Black Knight, c'est les meilleurs tier 6 du jeu, hein, simplement, donc c'est un excellent build, il n'y a pas de faute de goût. Par contre, arrêtez-vous au tier 7, au tier 6, pushez pas au tier 7, parce que là, il y aura une faute de goût. Il pue la merde, et Bonne Dragon, il pue la merde, voilà, c'est tout. Donc voilà, tu vas jouer Squelette, Vampire, si tu veux être un zinzin Black Knight. Donjon, harpie, avec un peu de harpie, saupoudrée de harpie. Tu peux parfois jouer harpie, mais tu vas quand même plutôt te contenter de jouer harpie parce que les harpies sont meilleures que les harpies. Donc c'est harpie en général que tu vas jouer. Accessoirement, tu peux jouer comme moi, dragon rouge et portail d'invocation. Je kifferai toujours, je jouerai toujours ça. J'adore trop jouer portail d'invocation et première semaine, t'essaies d'avoir un... Même si c'est pas première semaine, bref, t'essaies d'avoir full... T'en as 3 dans ton biome, full dwelling de dragon rouge. T'as 3 portails d'invocation depuis le triple build, donc tu peux en faire en plus 3 par semaine dans tes portails d'invocation. Tu prends que ça pour être sûr de les avoir à chaque semaine, et c'est un kiff à jouer. Je vous recommande de jouer ça, moi je kiffe trop. Blague à part, en vrai, les harpies, c'est un power stack absolument fou. Si tu chopes des box, c'est toutes des bonnes box aussi en vrai, mais justement parce qu'elles te permettent de protéger tes harpies, mais souvent tu vas break à la harpie en vrai. Donc c'est souvent harpie, et c'est pour ça aussi que Lorelai a une spé incroyable et commencer avec... 3 stacks de harpie, enfin donc un bon stack de harpie, c'est très très cool. Stronghold, rock, même logique, tu vas les build et focus leur dwelling, tu vas les triple build le plus tôt possible, c'est extrêmement fort. Les box d'ogre sont particulièrement fortes aussi parce que 30 ogres c'est une dinguerie, en puissance brute c'est énormissime, et justement une box donne 30 ogres, donc ça pour le coup, enfin les ogres c'est 6 à 12 points de dégâts, hein, c'est énorme, c'est 40 PV. Donc ça peut vous carry si vous en trouvez une. Vous pouvez prendre des grosses fights, genre typiquement pour les Utopia, alors là c'est un régal. Tu les mets au milieu, ils sont obligés de reach les dragons. Tu leur fais prendre la riposte, ils en tabassent 3 ou 4. Après ils prennent les ripostes, ils sont en mode j'en ai rien à foutre mon frère, je cherche juste à ça, je cherche à me faire cramer. Donc les ogres c'est assez drôle parce que c'est des unités que tu ne vas jamais build, c'est beaucoup trop coûteux, 20 bois ça pue la merde. Mais pour le coup, c'est en box, c'est assez drôle donc je le relève. Les orques c'est les pires shooters du jeu. Les tiers 1 et tiers 2 ils servent à se faire cramer, mais par contre ils font d'énormes dégâts avant de se faire cramer, surtout les tiers 2. Donc voilà. Ok, forteresse, Wyvern tous les jours à la manière des rocs. Tu peux aussi jouer lézard, souvent ça joue d'ailleurs gros stack de lézard et Wyvern. Si tu trouves des box d'autres choses, tu t'en sers presque pas en réalité parce que tu joues vraiment triple build Wyvern. C'est une dinguerie les Wyverns, c'est trop fort. C'est facile à build, ça te demande rien. Tu peux littéralement les construire juste avec les gnomes, les gnolls et les lizardman de construit. Tier 1, tier 2, tier 6 directement. Ça te coûte que 15 bois, pas beaucoup de gold. Dinguerie. Tu veux les upgrades, ça te coûte juste 10 mercure. Dinguerie. Donc voilà, ce sera un gameplay Wyvern et appuyé par les Lizardman qui tapent assez fort. Une fois qu'ils sont upgrade, ils tapent du 2 à 5. Donc sous bless, ils tapent très fort. Basilic, pire unité du jeu. Vous pouvez triple build Gorgon si vous voulez partir Gorgon en late game. En vrai, ça c'est un gameplay que moi je fais jamais, mais en vrai de vrai, si vous affrontez notamment Donjon et que l'adversaire part late game, il va faire des dragons noirs. Bah là pour le coup, vous faites des Gorgon, vous lui mettez dans l'os, hein, il peut juste rien faire. Pareil, une Nila. Nila, ça veut dire Tower qui veut jouer late game. Tower qui veut jouer late game, peut-être qu'il va go Titan. Gorgon, et c'est ciao. Mais sinon, de manière générique, ce sera Wyvern, valeur sûre, épaulé de Lizardman. Ok, Conflux. Bon, Conflux c'est assez spécial parce que leurs tier 2 sont des tier 7. Donc forcément tu vas jouer les tier 2. Les élémentaires d'air sont absolument broken. Même pas upgrade, c'est une dinguerie, mais tu les upgrades pour qu'ils puissent tirer. Élémentaire des tempêtes. En fait là tu vas vraiment jouer tier 1 et tier 2. C'est assez drôle. C'est vraiment la seule faction où tu te bases que sur tes tier 1 et 2. Tier 3 accessoirement, tu peux. Mais c'est même pas obligatoire honnêtement. C'est une faction... En fait, leurs tier 1 et tier 2 sont trop forts, genre. Et t'en as trop dans les box, et tu vas juste prendre toutes les dwellings d'élémentaires d'air que tu trouves, et tu vas avoir 4 conflux maintenant que t'as le triple build, parce que le conflux a un conflux naturel en plus. Et certes, ton 4ème conflux, pour compenser entre guillemets, il a pas de fort, donc tu peux pas le développer, sinon ça te coûterait trop cher. Mais
il n'y a pas de besoin de fort mon frère. Les RLM ils sont déjà construits dedans. Donc c'est déjà quadruple build, on en a rien à foutre du reste. Donc c'est une énorme dinguerie. Tu fais juste des LMDR et tu massacres toute la carte, c'est une folie. Conflux c'est extrêmement fort. T'as juste à faire une Dwelling de Firebird pour avoir une unité qui a 15 de movement speed dans ton armée. C'est l'unité la plus rapide non upgrade, hein, donc c'est-à-dire c'est la Dwelling la plus rapide en vrai quand on y pense. On n'y pense pas forcément mais en fait, genre si tu fais une Dwelling de dragon rouge, bah ils ont 11 de speed. Une Dwelling d'ange, ils ont 12 de speed. Une Dwelling de diable, ils ont que 11. Là, Firebird c'est 15 de speed. Donc si tu veux jouer avant l'IA et qu'il a des dragons fantômes qui ont 14, très bien, tu fais juste une demeure de Firebird et tu pourras, avant que l'IA joue, faire un shield, faire peu importe tu vois, une chain lightning, peu importe, pour affaiblir l'IA ou te renforcer avant qu'il te rentre dedans. Donc excellente unité en plus. Et si tu veux go late game, alors là tu peux jouer ton biome pour le coup Conflux. Late game, tu quadruples but de Phoenix. Frérot, le gars sait plus comment il s'appelle en face. Et c'est très très drôle. Moi pour le coup je joue pas, mais c'est très très fort comme stratégie quand même de faire full Phoenix. Donc il y a ça aussi de disponible. Soit go full Phoenix, soit go full tier 2. Voilà. Enfin tu peux go, enfin dans tous les cas tu go full tier 2 et après soit tu vas rush l'adversaire, soit tu go late game, tu construis les Phoenix. Cove. Cove t'as beaucoup de choix parce que comme je disais c'est que des bonnes unités honnêtement. En fait les sets sont jouables donc ça va vraiment être à votre guise. Tu peux build les Nyx assez vite et Nyx c'est des excellentes unités que ce soit pour clean la map ou pour final fight. Ça fait beaucoup de dégâts, c'est pas trop lent et c'est très tanky. Bon les Stormbird c'est même profil que les Rock, les... pas trop que les Harpies mais ouais, que les Rock et Wyvern et tout. Unité extrêmement rapide, assez fragile mais extrêmement rapide et qui fait énormément de dégâts. Donc les Stormbird justement en fait le problème des Stormbird si c'en est un c'est qu'en gros bah, ils tapent 2 fois et que du coup ils se prennent une riposte après leur premier coup avant de mettre le deuxième. Mais du coup ça marche très très bien en conjonction avec les Océanides qui sont les tier 1 upgrade qui se déplacent à 9, non 8, ils se déplacent à 8 sur ton terrain 9. C'est très rapide et elles se téléportent en plus, elles peuvent pas se faire body block et du coup t'en fais juste un petit one stack qui prend la riposte. Tout Stormbird derrière il arrive, il dit salut c'est moi mon frère, hop, coup de bec et t'es mort. Parce que forcément l'adversaire ne pourra pas riposter une seconde fois ce tour-ci. Donc très bonne synergie avec leur tier 1 en one stack. Les tier 2 si tu chopes des box c'est super solide, ça va t'aider grandement à faire l'Utopia. Les pirates ça reste des shooters et en plus pareil pour l'Utopia ils vont se faire focus mais tu t'en fous, ils vont bien répondre en mêlée et puis ils servent qu'à ça. Excellente unité, tu peux tout jouer. Tu peux évidemment aussi partir sur des Dwelling de Sea Serpent que tu vas flag et accumuler justement et recruter des Sea Serpent qui si tu arrives à les améliorer en Aspid vont être un power stack démentiel. Les Aspid c'est extrêmement puissant. Donc voilà, tout vraiment est jouable dans Cove. Ça va être souvent effectivement le tier 4 qui va plus ressortir. Les Nyx si tu build et voilà. Le reste ce sera en fonction des box. Factory, alors Factory pour le coup là c'est là déjà les héros je prenais un petit peu de pincettes mais alors là pour les créatures on prend encore plus de pincettes parce que là pour le coup les joueurs vraiment sont toujours en train de tester. A priori on joue full Quattle. Donc tu build Sandworm pour pouvoir build Quattle et tu flags un max de Quattle, enfin de Dwelling du coup de Quattle et une fois que tu en as un max tu joues avec et tu joues très tôt avec en fait parce que tu fais les Dwelling dès le début de la deuxième semaine et du coup tu joues avec tes Quattle et tes Quattle sont appuyés par le reste. En fait un petit peu comme le gameplay Ange où tu sacrifies tout le reste pour juste augmenter ta prod de Quattle. Tous les prétextes sont bons pour avoir le plus de Quattle possible le plus vite et la plus grosse production et tu sors une fois que tu arrives à en avoir un power stack et tu dévastes tout. Alors attention c'est des unités assez faibles mais elles sont très nombreuses donc certes ça parle pas d'un archange mais tu peux avoir 2 fois plus de Quattle que d'archange donc l'un dans l'autre voilà c'est quand même un excellent power stack. Il y a des tests qui ont été faits, il y a un certain J qui a tenté de jouer full power stack de tier 4 enfin un power stack de tier 4. Il a pris toutes les Dwelling et le héros avec et ça avait super bien marché. C'était une sacrée dinguerie. En plus tu es garanti de ne pas avoir de pertes quand tu les répares avec les mécaniques. Donc voilà, c'est... A priori, le gameplay traditionnel c'est voilà de full focus les Quattle. Si tu te fais des box, elles serviront juste à pouvoir faire les objectifs qui te permettront de build plus de Quattle et à flag les Dwelling. Je pense qu'il y a d'autres stratégies honnêtement qu'on n'a pas encore trouvées.
Le problème, en fait, les Gunslingers et les Dreadnoughts, c'est des super unités, mais c'est extrêmement coûteux, en fait. C'est ça le problème. Donc si tu veux les triple build, frère, mais t'en as pour un mois, quoi. Donc voilà, pour Factory.